La vitamine C ne donne pas de l'énergie. C'est 0 calorie. Et une personne qui a un niveau normal de vitamine C, ça ne lui sert absolument à rien de prendre encore de la vitamine C. Il ne sera pas plus énergétique. Donc, il y a beaucoup de marketing dans cela. Pour faire du business, il faut être en bonne santé, se sentir à l'aise dans son corps. Aujourd'hui, on parle de perte de poids et de prise de masse musculaire, mais de manière saine. Je m'appelle Dr Modou Ndiaye sur les réseaux Dr Papi. Je suis médecin spécialisé en cardiologie et en médecine du sport. Fondateur d'une marque de sport Galsen Fit spécialisée dans la production, distribution et commercialisation des vêtements de sport et des compléments alimentaires permettant ainsi d'accompagner les sportifs de tout niveau. Est-ce qu'il est possible de perdre spécifiquement de la graisse autour du ventre? C'est pas possible. On peut pas perdre de la graisse de manière ciblée. Peu importe ce que les personnes vous vendent dans les commerces, ça ne sert à rien. Ceinture de gainage, les gels, les thés. Ça ne marche pas. D'habitude, quand je vois une personne, je lui dis de ne pas faire de régime. Parce que quand on parle de régime, on voit c'est une restriction. Le but pour perdre du poids n'est pas de s'affamer, c'est d'éviter de... Comment est-ce qu'on peut prendre du muscle? Cette personne-là, elle doit... Et deuxièmement, et troisièmement, faire de la musculation. Une femme doit faire de la musculation. Ça va lui éviter beaucoup plus de maladies, le diabète, certains cancers, toutes ces maladies-là. Donc tu vas vivre plus longtemps. Est-ce qu'il y a un nombre de séances à faire par semaine? Si on veut maximiser sa prise de masse musculaire, il faut essayer de travailler chaque groupe musculaire au moins 2 fois par semaine. Cependant, la récupération est très importante. Il ne faudra pas aller à la salle tous les jours. Est-ce qu'il y a des aliments qui pour toi c'est juste des mythes, c'est pas vraiment des aliments qui aident? Le tchéré, c'est un produit fait à base de mil raffiné. Carrément, c'est que du sucre. Il n'y a pas de protéines. Ça donne pas de muscle. Le fondé, ça donne pas de muscle. Le whey, ça donne pas de muscle. Donc tout ça, c'est des aliments riches en sucre. Je pense que l'espérance de vie dans le monde entier va augmenter. À un certain âge, on va tous commencer à perdre de la masse musculaire. Donc plus on en a, moins les conséquences sont importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les muscles, c'est comme de l'argent. Plus on en a, mieux c'est. Pour la première fois, des experts, des entrepreneurs et des investisseurs te partagent des stratégies concrètes pour te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Ils vont te délivrer l'information noire, des secrets jamais révélés pour te développer personnellement et financièrement. C'est ça, la masterclass Business Expertise. Pour que nous puissions continuer à te donner gratuitement encore plus de ressources qui transforment ta vie, nous avons besoin de ta force. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci de faire partie de ce mouvement de changemakers qui font bouger l'Afrique. Pour faire du business, il faut être en bonne santé et se sentir à l'aise dans son corps. Aujourd'hui, on parle de perte de poids et de prise de masse musculaire, mais de manière saine. Docteur Papi, j'espère que tu vas très bien. Bonjour Manu, je vais bien. Pourquoi est-ce qu'on devrait t'écouter à ce sujet? Alors, je m'appelle Dr Modou Ndiaye. On me connaît plus sur les réseaux sous le nom de Dr Papi. Alors, je suis médecin. Je suis spécialisé en cardiologie et en médecine du sport. Alors, la cardiologie, c'est la spécialité médicale dont le but est de diagnostiquer et de traiter les maladies cardiovasculaires. Mais également, le but du cardiologue également est de prévenir ces maladies-là. Et si on voit actuellement dans le monde entier, ce qui augmente ces maladies, c'est notre mode de vie. Et qui dit mode de vie, dit activité sportive, dit nutrition. Et ce qui va impliquer soit une prise de masse excessive ou ce qu'on appelle l'obésité, ou bien une perte de poids excessive. Donc, ce qui fait que il est important d'aborder ces sujets-là. En plus de cela, je suis médecin du sport. Et le médecin du sport, son rôle est d'accompagner le pratiquant d'activités sportives, que ce soit le professionnel ou l'amateur, dans sa pratique. Ce qui fait que j'aborde régulièrement tout ce qui est nutrition sportive, tout ce qui est prise de masse et tout ce qui est perte de poids. Je suis également ancien interne des hôpitaux du Sénégal. Je suis également entrepreneur. J'ai investi, je suis le fondateur d'une marque de sport qui s'appelle Galsen Fit, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la production, distribution et commercialisation des vêtements de sport et des compléments alimentaires, permettant ainsi d'accompagner les sportifs de tout niveau. Donc voilà, j'ai hâte de commencer ce masterclass. Great. Alors, docteur, qui peut être considéré comme une personne en surpoids, comme une personne obèse? Alors, l'obésité par définition se définit par un IMC, index de masse corporelle, qui est supérieur ou égal à 30. Et comment on calcule cela? On prend son poids et on divise par sa taille 2 fois. Ça veut dire qu'une personne qui fait 80 kg, qui fait 1m80, va prendre 80 kg et divise par 1,8
divisé encore par 1,8. Si ça c'est supérieur à 30, cette personne est considérée comme obèse. Et l'obésité a été définie par les organismes mondiaux de la santé comme étant un facteur de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire une personne qui est obèse a plus de chances d'attraper les maladies cardiovasculaires, tout ce qui est AVC, tout ce qui est crise cardiaque ou hypertension artérielle. Et également, l'obésité également augmente le taux de mortalité. Par exemple, en règle générale, une personne obèse vit moins longtemps qu'une personne qui n'est pas obèse, ce qui fait que c'est un problème de santé publique qu'il faudra prendre en charge sérieusement. Et si on voit au niveau des chiffres, le taux d'obésité augmente partout dans le monde. On voit aux États-Unis, il y a plus de 42% de la population qui est obèse, ce qui est très grave. Et cela passe notamment par le changement des modes de vie. Et tu parles de changement de mode de vie. Qu'est-ce qui a concrètement changé dans nos modes de vie? Alors, qu'est-ce qui a concrètement changé? D'abord, je pense que c'est l'activité physique. Si on regarde bien, auparavant, quand il fallait partir au travail ou aller chasser ou faire ce qu'on veut faire, il fallait marcher. Déjà, marcher des kilomètres, il n'y avait pas assez moyens de transport, il n'y avait pas assez de voitures, etc. Donc, on dépensait plus d'énergie. Et on va revenir sur le terme d'énergie. Et également, il y a l'alimentation qui est devenue beaucoup plus disponible. Et même, il y a le type d'aliment qui a changé. Parce que si on voit bien pourquoi on mange, le but principal de l'alimentation, c'est de ne plus avoir faim. C'est de se rassasier. Mais maintenant, il y a des aliments qui ont été très transformés, qui ne coupent pas vraiment la faim. Quand on mange, on peut en manger une grande quantité et avoir toujours faim. Et c'est des aliments qui sont très caloriques. Donc, le but principal de l'alimentation des aliments a changé, ce qui fait que on prend facilement du poids. Great. Et on prend facilement du poids. Comment est-ce qu'on en arrive à un point où on est en surpoids? Alors, d'abord, pour expliquer comment une personne est en surpoids, je pense qu'il faudra que je parle du métabolisme. Ce qui est très important, ça nous permettra à la personne qui va nous suivre de comprendre tout ce qu'on va dire le long de ce masterclass. Alors, le métabolisme, on va dire, c'est l'ensemble des réactions qui se passent dans notre corps qui permet à notre corps de fonctionner. Et notre corps fonctionne en utilisant de l'énergie. On va dire l'énergie, c'est le carburant qui nous permet de marcher, de parler, de regarder, de réfléchir. Et l'énergie là est quantifiée sous le terme de calories. Donc, à chaque fois que je vais parler de calories, c'est comme si quand je parle de kilos pour le poids. Mais non. Donc, pour fonctionner, on dépense de l'énergie qui est stockée sous forme d'ATP. Et cette énergie-là provient de notre alimentation. Donc, il y a deux choses. Il y a les entrées d'énergie et les sorties d'énergie. Alors, je vais déjà commencer par les entrées d'énergie. Les entrées d'énergie, comme je l'ai dit, ça provient de notre alimentation, mais ça provient de trois choses de notre alimentation, ce qu'on appelle les macronutriments. Donc, les macronutriments sont les substances dans notre alimentation qui peuvent nous fournir de l'énergie. Et on en connaît trois. D'abord, on a les glucides. Les glucides, ce qu'on appelle couramment sucre. Et de manière pratique, 1 gramme de glucides donne 4 kilocalories. Et le but principal des glucides, des sucres, c'est d'apporter de l'énergie. Donc, c'est le carburant principal de notre corps. Donc, les glucides, les sucres, même si ils sont un peu invectivés, ils sont un peu jugés, on les juge un peu à tort, mais ils sont très importants dans notre alimentation. Il faut en manger en bonne quantité parce qu'ils fournissent l'énergie. Deuxièmement, on a les protéines. 1 gramme de protéines donne 4 kilocalories. Mais le rôle principal des protéines, c'est pas de fournir de l'énergie, mais c'est un rôle structural. Ça veut dire que ça nous permet de bâtir notre corps, ça nous permet de construire du muscle, ça nous permet d'avoir des anticorps, etc., etc. Après, il y a le troisième macronutriment qu'on appelle les lipides, ou couramment la graisse. 1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories. Donc, leur rôle principal, c'est le stockage. C'est que quand on a plus d'énergie qu'on va en dépenser, on va les stocker sous forme de graisse. Également, les graisses interviennent comme précurseurs de certaines hormones stéroïdes telles que la testostérone et autres hormones. Donc, c'est ça les macronutriments qui nous permettent d'avoir de l'énergie. Également, il faut pas oublier les micronutriments qui ne nous donnent pas de l'énergie, mais sont indispensables dans la filière énergétique. Par exemple, la vitamine C ne donne pas de l'énergie, mais ça, c'est indispensable. Excuse-moi, docteur, hein? Tu viens de dire quelque chose qui pour moi, tu viens de dire, si je ne me trompe, la vitamine C ne donne pas d'énergie. Parce que dans l'entendement commun des gens, ce que les gens généralement pensent, ce que la masse pense, c'est que quand j'ai besoin d'énergie, je peux aller acheter des comprimés
sous vitamine C, sous forme de vitamine C, effervescent, etc., pour avoir de l'énergie. Oui, exact. Ou bien manger des oranges, par exemple. Oui, exactement. En fait, les vitamines, c'est des micronutriments. Donc, c'est 0 calories. Ça ne donne pas d'énergie comme les autres micronutriments tels que le fer, les oligo-éléments et les sels minéraux. Ils ne donnent pas d'énergie, mais ils interviennent dans la filière énergique. Ça veut dire qu'une personne qui manque de micronutriments ne pourra pas utiliser les macronutriments pour faire de l'énergie. Mais une personne qui a un niveau normal de vitamine C, ça ne lui sert absolument à rien de prendre encore de la vitamine C. Il sera pas plus fort ou il sera pas plus énergétique. Alors que bon, si on voit bien, notre corps stocke bien les vitamines. Donc, c'est pas très intéressant de se supplémenter à certaines vitamines. Donc, il y a beaucoup de marketing dans cela. Mais par exemple, si on prend... Donc, quel est le rôle concrètement de la vitamine C? La vitamine C, ça, on va dire, ça entre, pour expliquer ça, pour la vitamine C, c'est un micronutriment, mais pour expliquer son rôle, c'est un peu plus compliqué. Je préfère prendre l'exemple, par exemple, du fer, pour que le grand public puisse comprendre. Le fer, par exemple, c'est un micronutriment. Et son rôle, ça joue un rôle dans la synthèse des globules rouges, de l'hémoglobine. Et le rôle du globule rouge, c'est de transformer l'oxygène de nos poumons vers les muscles. Donc, si une personne ne mange pas assez de fer, il n'aura plus assez de globules rouges, il sera anémié et il ne pourra pas transporter suffisamment d'oxygène au niveau des muscles pour que le glucose ou le sucre qu'il mange soit brûlé et transformé en énergie. Great. Donc, c'est ça qui est important. Alors qu'une personne qui a assez de fer, qui a assez de globules rouges, s'il prend du fer en plus, il va pas stocker de l'énergie, il va pas être gras ou bien il va pas être plus fort dans son activité physique. À peu près, c'est ça. Great. Donc, ça, c'est le rôle des micronutriments. Fer, magnésium, zinc, les différentes vitamines que nous avons, etc. Voilà, c'est ça. Donc, si je résume, les entrées d'énergie, je les ai résumées. On consomme de l'énergie sous forme de macronutriments et on les quantifie en calories. Donc, pour savoir la quantité d'énergie contient un plat, il faudra calculer le nombre de macronutriments que contient ce plat-là, le nombre de protéines, le nombre de lipides, le nombre de glucides et de multiplier par les nombres de calories dont j'ai dit plus tôt pour avoir la quantité exacte de calories dans ce plat-là. Maintenant, une fois qu'on connaît comment notre corps prend de l'énergie, où notre corps prend de l'énergie, il faudra également savoir comment notre corps dépense de l'énergie là. Notre corps dépense de l'énergie sous 3 à 4 formes. La première forme, c'est le métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est la quantité d'énergie que notre corps utilise au repos. C'est-à-dire, c'est l'énergie que notre corps utilise pour faire fonctionner notre cœur, notre cerveau, pour respirer, etc. Alors que c'est très important, ça représente plus de 50% de la dépense énergétique. Wow. Donc, le métabolisme de base, c'est très important. Juste pour rester en vie, en fait. Voilà, exactement, pour rester en vie. Ça veut dire que si pour calculer le métabolisme de base d'une personne, tu peux juste dire à la personne de rester 24 heures sans absolument rien faire. Et tu vas te voir à la fin de la journée, cette personne va dépenser une quantité importante d'énergie pour rester en vie. Et ça, c'est le métabolisme de base. Donc, c'est ça. Après cela, il y a ce qu'on appelle le NEAT. Le NEAT, c'est les activités quotidiennes. Ça veut dire l'énergie qu'on dépense pour aller travailler, quand on va marcher, pour monter les escaliers, pour s'occuper de ses enfants, pour aller au marché, qui est également une part très importante de notre dépense énergétique. Et troisièmement, on a l'activité sportive. C'est l'énergie qu'on dépense quand on fait une activité sportive. Et voilà, qui peut être important en fonction de l'activité sportive qu'on effectue. Et dernièrement, c'est l'énergie qu'on utilise pour digérer les aliments que nous consommons. Il faut savoir quand on mange, notre corps utilise de l'énergie pour cuisiner, pour digérer ces aliments-là. Et certains aliments nécessitent plus d'énergie pour les digérer que d'autres. Par exemple, les protéines nécessitent plus d'énergie à la digestion que les autres aliments, par exemple les sucres. Donc, ce qui est très important. Maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer le surpoids? C'est quand il y a un déséquilibre entre les entrées et les sorties, notamment quand on a plus d'entrées que de sorties, mais pendant longtemps. Ça veut dire que là, je donne un exemple. On a mangé 3000 calories et on en a dépensé 2500. Donc, il y a 500 de surplus. Notre corps se dit, OK, ça là, je stocke ça en graisse. Le premier jour, il stocke en graisse. Deuxième jour en graisse. Troisième jour en graisse, etc., etc. Des mois, des années après, on va se retrouver avec beaucoup de graisse et on est obèse, on est en surpoids. C'est tout simplement ça. Donc, c'est ce qui explique le surpoids. Donc, c'est de l'énergie que l'on fait rentrer
à travers notre alimentation. Et si cette énergie-là n'est pas dépensée, le corps va transformer cette énergie-là en graisse et le garder en fait quelque part. Oui, c'est exactement. Pour se dire un jour, peut-être si la personne ne mange pas bien ou fait des activités physiques intenses, on pourra prendre cette graisse-là et l'utiliser. Donc, le problème, comment être en surpoids, c'est que la personne a agi dans son alimentation. Il a mangé plus que normal. Il a mangé plus que de ce qu'il devait manger. Et la personne a diminué ses dépenses énergétiques de par son NEAT, l'activité qu'il fait de manière quotidienne, c'est l'activité sportive, même le métabolisme, tout intervient. Après, il y a d'autres facteurs qui peuvent également influencer dans la filière énergétique, à savoir la génétique. Il y a certaines personnes qui ont plus de facilité à prendre du poids, mais ça s'explique par les dépenses énergétiques également, par le métabolisme. C'est des personnes qui ont un métabolisme de base qui est plus faible que la normale. Donc, on va voir facilement des familles qui prennent plus facilement du poids. Il y a également le stress et les hormones également qui interviennent dans le surpoids. Et ça agit par tout ce que je viens d'expliquer. Voilà. Et tu as très bien expliqué le fonctionnement du corps et comment est-ce que sur le long terme, on prend du poids de manière très simple. Maintenant, docteur, comment est-ce qu'on peut perdre du poids de manière durable et saine? Alors, pour répondre à cette question-là, je vais revenir sur ce dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir ces différents leviers-là, les entrées et les sorties. Donc, pour perdre du poids de manière durable et saine, il faut juste adopter un mode de vie qui te permettra d'inverser la tendance. Ça veut dire manger moins de calories et dépenser plus de calories. Et là, d'abord, je vais commencer par l'alimentation qui est elle est très importante, l'alimentation. Il faudra qu'à la fin de la journée, qu'on mange le moins de calories possible. Et pour cela, d'habitude, quand je vois une personne, je lui dis d'adapter, ne pas faire de régime. Parce que quand on parle de régime, d'habitude, on voit, c'est une restriction. Et c'est une restriction qui va pas trop durer. Donc, il faudra faire ce qu'on appelle un rééquilibrage alimentaire. Et ces mesures qu'on prend, il faudra que la personne puisse continuer à agir comme tel ou à manger comme tel des semaines, des mois, voire des années pour que sa perte de poids soit durable. Donc, je donne quelques conseils de base pour réduire sa consommation en calories. Parce que c'est ça l'objectif principal. Donc, tout ce que je vais dire, ça va permettre de réduire sa consommation en calories. D'abord, il faudra éliminer certains excès. Si on regarde, il y a beaucoup d'aliments qui sont très caloriques, mais qui ne règlent pas notre faim. Ça, il faut les éliminer. Tout ce qui est aliments transformés, tout ce qui est fast food, processed food, des aliments qui sont très sucrés, qu'on digère très rapidement, le burger, ça, il faut enlever de notre alimentation. Deuxièmement, il faut enlever ce qu'on appelle les sucres ajoutés. Parce que le riz, par exemple, c'est du sucre. Nos aliments sont déjà riches en sucre. Maintenant, si on rajoute du sucre dans ces aliments-là, c'est plus de calories et c'est des sucres rapides que l'on digère très rapidement et qui ne règlent pas notre faim. On a des pics d'insuline. Après, on a faim. Juste après, on a encore envie de manger. Donc, faut commencer par enlever ces énormités dans notre alimentation. Et une fois qu'on fait cela, on se décide de choisir un nombre limité de repas. Par exemple, je dis que, OK, moi, je vais manger 3 repas par jour. D'habitude, je conseille aux gens de partir sur 3 repas, pas 2 repas ni 1 repas. Parce que il faudra que la personne puisse tenir ça sur le long terme. Maintenant, entre ces repas-là, ne pas grignoter du tout. Ne boire que de l'eau. Comme ça, la personne pourra centrer ses prises caloriques. Pourra dire que moi, je mange un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner. Et une fois le débat est bien centré dans ces 3 repas-là, la personne pourra choisir la composition de ces repas. Et pour choisir la composition de ces repas, il faudra penser macronutriments. Ces 3 macronutriments. D'abord, les glucides. Il faudra manger des glucides pour perdre du poids, mais choisir des glucides, ce qu'on appelle les sucres lents ou les glucides à index glycémique bas. On va dire l'index glycémique, dans le sucre, c'est la capacité ou la rapidité qu'un sucre a à élever la glycémie, c'est-à-dire la concentration de sucre dans le sang. Donc, cette personne doit manger des sucres qui sont riches en fibres, qui, quand la personne va manger ça, la personne ne va pas avoir faim pendant les heures qui suivent son plat. Et ce qui est très important, ce qui fait que la personne ne va pas en manger en grande quantité. Là, tu parles de fibres. Bon, tout à l'heure, tu parlais des macronutriments, des micronutriments. Est-ce que les fibres font partie de quelle catégorie? Alors, les fibres, d'habitude, c'est les aliments, c'est les nutriments qu'on trouve dans les sucres.
mais le corps humain n'a pas la capacité de les digérer. Donc, une personne qui ingère des fibres, les fibres partent à la selle. On ne les digère pas. Donc, ce qui fait que, mais vu que ça remplit notre estomac, ça coupe notre appétit. Donc, par exemple, si on prend le mil nature, on a ce qu'on appelle la couverture, ce qu'on appelle le chor. Ça, c'est riche en fibres. Ouais. Donc, si on mange un pain à base de mil nature, il y a beaucoup de fibres dans le pain là. Quand on va manger un peu, on va voir qu'on va avoir plus faim et que c'est pas très riche en calories. Cependant, si on enlève cette partie du mil, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mil raffiné ou le riz raffiné, on enlève tout ce qui est fibre, ce qui reste, ça reste de l'amidon. Et l'amidon, ça se digère très rapidement, ça part directement dans le sang. Après, on a faim après. Donc, c'est pourquoi quand on veut perdre du poids, il faut privilégier tout ce qui est aliments complets. Ça veut dire aliments non raffinés. Ça veut dire les aliments qui sont riches en fibres, ce qui permettra de manger moins de sucre dans ces aliments-là, de manger plus de fibres, ce qui fera que ces aliments seront moins riches en calories et qui sont plus rassasiants. C'est pourquoi c'est important de choisir ces glucides. Donc, une fois qu'on a choisi ces glucides dans son alimentation, à savoir les sucres lents, il faudra avoir également une source de protéines. Les protéines sont très importantes dans la perte de poids. Parce que quand on veut perdre du poids, on veut tout simplement perdre de la graisse. On ne veut pas perdre du muscle et c'est jamais bon de perdre du muscle. C'est très important de maintenir sa masse musculaire. Et c'est les protéines qui peuvent maintenir la masse musculaire. Les protéines sont les briques qui permettent de construire le muscle. Donc, il faut manger assez de protéines dans son alimentation. Et également, les protéines coupent la faim très rapidement, comparé aux glucides. Donc, quand on mange, par exemple, du blanc de poulet, on va en manger un peu, on voit qu'on est calé. Alors qu'on peut manger des chips pendant très longtemps. C'est ça la différence. Donc, les protéines vont permettre de couper notre appétit et de diminuer notre consommation en calories. Et également, j'en ai parlé au début de la vidéo, l'énergie qu'on utilise pour digérer les protéines sont plus importantes que l'énergie qu'on utilise pour digérer les autres aliments. Donc, les protéines permettent également d'augmenter notre dépense énergétique. On va parler des dépenses énergétiques après. Donc, de manière très, très simple, est-ce qu'on peut comprendre par là que consommer des protéines, ça permet de brûler de la graisse? Oui, on peut dire ça. On peut dire ça, si on veut. Si on veut dire, on peut dire ça. Vu que ça permet d'augmenter la dépense énergétique. Donc, c'est ça. C'est pourquoi les études montrent les personnes qui ont une alimentation hyper protéique et riche en hyper protéique et pauvre en sucre, même s'ils font pas d'activité sportive, ils perdent la graisse et ils conservent leur masse musculaire. Ils deviennent plus secs, quoi. Et quand on parle de protéines et qu'on est, par exemple, dans un pays comme le Sénégal, quels sont les aliments accessibles au plus grand nombre et qui sont riches en protéines? Alors, les aliments qui sont riches en protéines accessibles, le premier, je dirais les œufs. Les œufs, le blanc d'œuf, c'est un aliment qui est très riche en Seulement le blanc, oui, pas le jaune. Oui, le jaune, c'est riche en graisse. Mais si je parle juste de la protéine, c'est le blanc. Donc, c'est le blanc d'œuf. C'est riche en protéines et protéines de très bonne qualité. Par exemple, c'est une protéine complète ça veut dire qui contient tous les acides aminés essentiels. Parce que quand on prend une protéine, la protéine est composée d'acides aminés. C'est une chaîne d'acides aminés qui se succèdent. Et quand la chaîne est supérieure en 50, là, on parle de protéines. Maintenant, il y a certains acides aminés que notre corps n'arrive pas à synthétiser. Parce que notre corps synthétise certains acides aminés. Mais il y a d'autres, notre corps ne peut pas les synthétiser. Ce qui fait qu'on doit les prendre obligatoirement de l'alimentation. Et ce qui fait que les protéines, par exemple, l'œuf contient tous les acides aminés essentiels. Il y a les volailles, il y a le poulet, dinde, il y a la viande également. Il faut utiliser la viande maigre, ça veut dire la viande qui n'a pas beaucoup de graisse. C'est très bien. Il y a également le niébé, c'est riche en protéines. Les lentilles, c'est riche en protéines. L'haricot, c'est riche en protéines. Ce sont des protéines végétales. Et si on compare les protéines d'origine animale et les protéines d'origine végétale, en termes d'acides aminés, les protéines animales sont plus complètes. Mais il est important d'avoir une alimentation variée. Donc, le plat d'une personne qui veut perdre du poids devra être composé de sources de glucides qui sont des glucides à index glycémique bas, des sources de protéines qui sont des protéines ou de la viande maigre. Il y a aussi le poisson que j'ai pas cité qui est très bien, en plus qui est riche en oméga 3, et rajouter également
des légumes. Les légumes, la majeure partie du temps, il y a beaucoup d'aliments il y a beaucoup de parties dans les légumes qu'on peut pas digérer. Donc, il va remplir le ventre sans être beaucoup de calories. Donc, le plat d'une personne, je recommence pour perdre du poids, il y a protéines, il y a glucides, il y a les légumes et également, il faut rajouter certaines graisses. Il faut pas bannir les graisses de son alimentation parce que elles sont importantes également pour la santé. Il faut utiliser surtout les acides gras polyinsaturés et éviter tout ce qui est cholestérol et acides gras saturés tels que l'huile d'olive. C'est très bien également qu'on peut en rajouter dans son plat pour avoir un plat complet. Donc, le but pour perdre du poids n'est pas de s'affamer, c'est d'éviter de grignoter, éviter les excès, manger ses 3 repas et de choisir sa composition de ses plats. Right. Maintenant, ça, j'ai déjà parlé de l'alimentation. De l'alimentation pour perdre du poids. Exactement. Donc, qui permet de diminuer, dont le but principal, c'est de diminuer ses apports caloriques. Après, il y a la deuxième partie, c'est la dépense énergétique. Et la dépense énergétique, on va commencer bien sûr par l'activité sportive. Et l'activité sportive, il faudra faire du sport. Et quel type de sport il faudra faire? Du sport d'endurance, oui. Il faudra faire du sport d'endurance, du sport aérobique. Également, faire du renforcement musculaire qui va également permettre de dépenser des calories et qui va également permettre de conserver sa masse musculaire. C'est quoi un exemple de sport d'endurance? Sport d'endurance, c'est par exemple course à pied, natation, tout ce qui est ce sont les sports qu'on fait pendant au moins peut-être 30 minutes. Sur une longue durée. Sur une longue durée. C'est course à pied, natation, voilà quoi. Tous ces sports-là qu'on fait sont des sports d'endurance. Après, il y a le renforcement musculaire également qui est important. Et même, je vais encore en parler, qui est très important dans la perte de poids parce que le renforcement musculaire va jouer sur le métabolisme. Je vais l'expliquer un peu après. Après ça, il y a le NEAT dont j'ai parlé et même qui est plus important pour perdre du poids que l'activité sportive. Le NEAT, c'est les activités quotidiennes, le fait de marcher. Par exemple, une personne qui marche plus va perdre plus rapidement de poids qu'une personne qui fait du sport parce qu'on dépense plus d'énergie. Quand on brûle la graisse, il faut faire une activité qui va durer. Et la marche, une personne qui, au lieu de prendre sa voiture pour aller au travail, décide de marcher, au lieu de prendre l'ascenseur dans son bureau, prend les escaliers, voilà, et essaie d'être même au travail, va faire plus de déplacements, travailler debout, bouger gauche-droite. Cette personne-là va dépenser plus de calories même que une personne qui fait que du sport et qui fait rien après. Donc, il y a des personnes qui font que du sport, qui mangent assez bien, mais ils perdent pas beaucoup de poids. Et quand on pose la question, on voit que à part le sport, la personne n'est pas du tout active. Et donc, il faut associer les deux, ce qui est très bien. Après, également, le métabolisme, comment on peut hacker le métabolisme, on va dire, comment on peut faire pour que le métabolisme augmente, pour qu'on consomme plus d'énergie. Il y a la musculation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les muscles au repos consomment de l'énergie. Par exemple, une personne qui a plus de masse musculaire a un métabolisme de base plus élevé qu'une personne qui a moins de masse musculaire. Parce que les muscles, juste pour survivre, consomment de l'énergie. Donc, quand on fait de la musculation, ça va nous permettre d'augmenter notre masse musculaire, ainsi d'augmenter la dépense énergétique. Donc, en résumé, si on a une bonne alimentation qui nous permet de manger moins de calories et on dépense plus d'énergie à travers ces 3 filières-là, et on fait ça sur le long terme, bien sûr, et être patient, on perd du poids obligatoirement. Great. Et il y a certaines pratiques qu'on a l'habitude de voir. On nous dit parfois aux gens qui veulent perdre du poids qu'il faut mettre un dégraisseur et qu'il faut courir sous le soleil chaud. Est-ce que c'est des pratiques en fait qui sont bonnes pour perdre du poids? Je pense que leur logique, c'est que ces personnes-là pensent que l'eau, c'est de la graisse qui se transforme. C'est la graisse qui fond devient de l'eau. Donc, ils vont te dire de t'entraîner dans un environnement qui est chaud. Comme ça, la graisse va fondre et va devenir de l'eau. Alors, ce qui est faux. Donc, la graisse ne se transforme pas en eau. Quand on s'entraîne et qu'on sue, c'est un mécanisme normal de notre corps pour diminuer notre température corporelle. Parce que quand on s'entraîne, déjà, notre température corporelle augmente. Et quand on le fait dans un environnement chaud, il y a la sudation, l'eau qui va sortir de notre corps et va s'évaporer à la surface de notre corps. Et ce qui va permettre de diminuer notre température du corps pour que notre corps ne surchauffe pas. C'est tout simplement ça. Donc, la graisse ne se transforme nulle part en eau.
ne se transforme pas en eau. Donc, c'est de l'eau que l'on perd et pas de la graisse. Exactement. Great. Et est-ce qu'il est possible de perdre spécifiquement de la graisse autour du ventre, c'est-à-dire de perdre du ventre seulement? Alors, selon la science, c'est pas possible. Parce que si on regarde les filières qui nous permettent d'utiliser notre masse grasse comme source d'énergie, c'est pas, par exemple, c'est pas quand on fait, par exemple, des exercices localisés au niveau du ventre que la graisse qu'on va utiliser va provenir au niveau de ce ventre-là. Donc, voilà. Donc, on peut pas perdre de la graisse de manière ciblée. C'est pas possible. Donc, quand on va faire les efforts pour perdre du poids, on va perdre de la graisse partout et également au niveau du ventre. Mais on peut pas juste perdre la graisse du ventre, c'est pas possible. Peu importe ce que les personnes vous vendent dans les commerces, ça ne sert à rien. Peu importe les ceintures de gainage. Voilà, c'est ça. Les ceintures, les gels. Les gels, les thés. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non, on va reparler de même, tout ça. Même dans les salles de sport, à chaque fois, je vois des coachs, ils prennent des gens, ils leur demandent de faire beaucoup de crunch, les exercices abdominaux, pour qu'ils perdent de la graisse du ventre. Ça fait pas perdre de la graisse du ventre, les exercices d'abdos. Donc, c'est la même chose. Wow. Parce que c'est logique, parce que non simplement, c'est pas parce qu'on va travailler les abdos que la graisse que notre corps va utiliser va provenir de cette partie-là. Et de deux, quand on fait les abdos, les groupes musculaires qui sont engagés ne sont pas très importants. C'est le muscle grantois et quelques muscles accessoires. Donc, la dépense énergétique totale de cet exercice-là est très minime. Donc, ça va pas peser sur la balance. Donc, il faudra faire des exercices qui sollicitent un groupe musculaire plus grand, tels que les exercices d'endurance ou la musculation avec des exercices polyarticulaires tels que les burpees, etc. Great. Alors, il y a beaucoup de mythes par rapport aux aliments. Tout à l'heure, tu as parlé du sucre et parfois on te parle de sucre lent, etc. J'entends souvent parler de sucre raffiné, sucre roux, etc. Est-ce qu'il y a une vraie différence en fait, ou bien une différence significative entre ces types de sucre? J'entends aussi parler d'édulcorants, que ça te permet d'avoir le goût sucré, mais derrière, etc. Parfois, on nous parle d'une boisson, mais on te dit c'est une boisson sucrée, mais avec zéro sucre. Ok. Alors, en ce qui concerne le sucre blanc et le sucre roux, sur le plan énergétique métabolique, il n'y a pas de différence significative. Ça veut dire ça donne presque les mêmes calories. Le sucre roux, juste, je pense qu'il y a un minéraux en plus, mais sur le plan, si on regarde vraiment les calories, il n'y a pas vraiment de différence. Les édulcorants sont des substances qui peuvent être naturelles ou synthétiques, qui ont le goût sucré, mais en réalité, c'est zéro calorie, qui ne donne pas d'énergie. Donc, ces substances-là peuvent être utilisées ces boissons-là peuvent être utilisées comme substitut transitoire. Je dis bien transitoire pour une période chez une personne qui a l'habitude de prendre des boissons sucrées, mais avec du vrai sucre, en fait. Mais l'Organisme mondial de la santé ne recommande pas d'utiliser les boissons énergisantes avec édulcorants comme stratégie de perte de poids parce que les études ont montré que ça ne marche pas, tout simplement. Mais pour une personne qui veut faire une transition, ça veut dire diminuer le sucre progressivement, peut utiliser ces édulcorants-là. Mm-hmm. Oui. Et là, on est en période de Ramadan. Est-ce que, parce que le phénomène qu'on observe maintenant, c'est que il y a beaucoup de gens qui jeûnent, mais au sortir du Ramadan, ils s'en sortent avec une prise de poids. Ouais, c'est évidemment. En fait, là, je vais répondre à cette question avec une étude qui a comparé les personnes qui font le jeûne intermittent, c'est comme le jeûne du Ramadan, le jeûne intermittent, et des personnes qui font des déficits caloriques, ça veut dire qui ont un régime, on va dire, pour manger moins et dépenser plus. On a vu que les personnes à déficit égal, par exemple, tu as un déficit de 500 kilocalories parce que tu jeûnes, et l'autre a un déficit de 500 kilocalories parce que juste qu'il fait un régime mais il mange toute la journée, ils perdent exactement les mêmes poids. Donc, c'est pas le jeûne qui te fait perdre du poids, mais le jeûne peut te permettre de diminuer ta consommation globale de calories ou d'énergie. Donc, si toi, tu jeûnes durant le Ramadan et pendant la période où tu manges beaucoup, et à la fin de la journée, tu te retrouves en surplus calorique, tu vas pas perdre du poids, tu vas prendre du poids. C'est-à-dire, si tu essaies de rattraper les repas passés, etc. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Right. Et
tu as parlé de métabolisme, c'est un fonctionnement qui est naturel. Est-ce que quand on fait un régime, est-ce que ce métabolisme-là peut être bouleversé ou bien être modifié? Oui, bien sûr. En fait, c'est ce qui rend un peu difficile le maintien de la perte de poids. Parce il y a ce qu'on appelle l'adaptation thermogénique. C'est que une personne qui fait surtout des régimes stricts et brutal, son métabolisme, un régime strict et brutal, son métabolisme va se diminuer, son métabolisme de base. De par, cette personne va perdre rapidement du poids, donc aura moins de masse à déplacer, ce qui fait que il va utiliser moins d'énergie pour déplacer son corps. Également, il y a une adaptation de son corps parce que son corps se dit que, OK, cette personne a commencé à ne plus me fournir suffisamment d'énergie. Donc, pour l'aider, je vais diminuer l'énergie que j'utilise pour faire fonctionner les autres organes pour le protéger, tout simplement. Et après, à la fin, son métabolisme est diminué. Et de ce fait, quand la personne va arrêter ces mesures strictes, elle va gagner rapidement du poids. Donc, c'est important quand on veut faire une perte de poids, d'y aller doucement et progressivement pour éviter cela. Tu veux entreprendre, mais tu restes bloqué à la première étape. Trouver une idée business rentable. Et pendant que tu réfléchis, d'autres passent à l'action. C'est pour ça que nous avons créé cet e-book. 100 idées business rentables et faciles à lancer en Afrique. À l'intérieur, tu trouves 100 opportunités concrètes dans plus de 20 domaines porteurs. Marketing et communication, beauté et cosmétique, agro-business, immobilier, restauration, tech, transport, événementiel et bien d'autres. Des idées simples, accessibles et adaptées au marché africain. Pour le lancement, le e-book est disponible à seulement 10 000 francs. Attention, offre limitée aux 100 premiers à l'acheter. Un investissement minime pour peut-être trouver l'idée qui va changer ta vie. Le lien est dans la description. Télécharge le e-book dès maintenant et passe enfin de l'idée à l'action. Yeah. Et est-ce que c'est pour entre guillemets tromper ce métabolisme-là que certains utilisent la technique du cheat meal? J'en entends souvent parler. Cheat meal, bon, je pense que c'est un plan que peut-être je pense que c'est une technique surtout sur le plan psychologique, quoi. C'est peut-être une récompense que la personne se fait après des efforts fournis pendant très longtemps. Ce qui, je pense, dans la logique, c'est que la personne puisse pérenniser ces efforts-là. Par exemple, ne pas être frustré pendant très longtemps et de temps en temps s'autoriser quelques fringades ou bien des repas très caloriques. Mais voilà, le but, c'est juste de se motiver et de pouvoir changer son alimentation sur le long terme et manger sain la majeure partie du temps. Pas tout le temps parce qu'on est humain, donc de temps en temps, un burger ne fait absolument rien. Le problème, c'est de le manger tous les jours. Yeah, c'est d'en faire une habitude. Voilà. Je vais revenir sur les techniques que je vais appeler potions magiques que les gens utilisent pour perdre du poids. Et tu vas me dire ce que tu en penses. L'été, parce on voit de plus en plus de marques de thé qui promettent des résultats de perte de poids, etc. Parfois, tu vois même des influenceurs qui te disent oui, moi j'ai pu perdre du poids grâce à cette marque de thé. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Alors, comme je l'ai dit tantôt, tout produit qui ne s'explique pas par la filière énergétique dont on a parlé longuement ne peut pas marcher, tout simplement. Donc, est-ce que les thés marchent? Je me dis que si une personne, au lieu de boire des boissons sucrées, le remplace par du thé sans sucre, qui va consommer moins de calories, peut perdre du poids. Mais il n'y a pas vraiment d'actifs où les études ont montré qu'il y avait un effet négligeable des actifs du thé sur la perte de poids, genre les actifs sur le thé. Cependant, une personne peut perdre du poids en commençant un thé qu'il a acheté, la personne a mis son argent dedans, donc elle va commencer à prêter plus attention à son alimentation, à plus bouger, à avoir une activité sportive plus importante. Elle va perdre du poids, mais c'est pas le thé qui va lui faire perdre du poids, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. C'est le conditionnement que le thé a apporté dans sa vie là, qui lui a fait perdre du poids. Mais en réalité, c'est mieux qu'elle se concentre sur son alimentation, qu'elle fasse du sport pour perdre du poids. Jus de citron. Même chose. Même chose. Jus de citron à jeun. Même chose. Il y a rien dans le citron qui permet
d'augmenter sa perte de poids. Mais sur le plan psychologique, peut-être ça peut le faire. Mais, ou bien si ça permet de substituer à une boisson sucrée. Sinon, c'est juste du marketing. Les jus de détox. Même chose. Dès que ça touche pas les calories, ça peut pas entraîner une perte de poids. Ok. Donc, tout à l'heure, on a parlé du dégraisseur. Tu as parlé aussi de l'énergie. J'aimerais un peu parler des boissons énergisantes qui sont un peu à la mode. Il y a de plus en plus de marques qui en proposent maintenant. Est-ce que c'est conseillé en fait de prendre ces boissons-là pour avoir de l'énergie? Est-ce qu'il y a une conséquence? Alors, ce sont des boissons qui sont très riches en caféine. La caféine, c'est une bonne molécule. Ça permet d'augmenter la concentration. Ça donne plus d'énergie, la caféine. Cependant, quand on en consomme en grande quantité, ça devient délétère parce que les études récentes ont montré que ça augmente la tension, par exemple. Alors que si on consomme beaucoup de boissons énergisantes, c'est vraiment délétère. C'est nuisible pour la santé. Et également, ce sont des boissons qui sont très riches en sucre. Et nous tous, nous le savons, le sucre en grande quantité n'est pas bon pour la santé. Bonjour à certaines maladies telles que l'obésité, le surpoids, le diabète, etc. Donc, il faudra prendre des précautions par rapport à ça. Et on peut en consommer de manière occasionnelle si on veut être un peu plus performant, mais pas en prendre tous les jours. Un peu plus tôt, tu as parlé d'indice de masse corporelle. Oui. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'en rapport avec cet indice de masse corporelle, il est possible de changer la composition de son corps? C'est-à-dire, OK, là, j'ai 30% de graisse, tant de pourcents de muscles, mais je veux adopter un régime ou bien un style de vie qui va me permettre d'avoir tant de pourcents de masse musculaire, tant de pourcents de graisse. Oui, par exemple, je pense, tu veux parler de la recomposition corporelle. C'est ça. Voilà, une personne qui veut perdre la masse grasse et avoir plus de masse musculaire, oui, c'est possible. C'est possible de pas... Est-ce que c'est possible de le faire en même temps? Il y a une controverse sur cela, mais j'ai vu des études récentes qui disent que c'est possible. Il faudra d'abord avoir un déficit calorique qui n'est pas très important, un déficit modéré, avoir une alimentation très riche en protéines. Là, il faudra manger minimum 2 grammes de protéines par kilo de poids corporel, voire 2,2 de kilo de poids corporel et faire de l'exercice de résistance, faire de la musculation. Là, c'est possible. La personne pourra perdre de la graisse et gagner en masse musculaire. Donc, c'est possible. Et voilà. Et en parlant des apports en protéines, peut-être on va parler de ça quand on va parler de la prise de masse. C'est ça. C'est bon. Et par rapport aux exercices, on en a parlé un peu tout à l'heure. Est-ce qu'il est mieux de faire du cardio pour perdre du poids ou bien de faire de la musculation? À durée égale, les études scientifiques ont montré que, par exemple, une personne qui fait 30 minutes de cardio, une personne qui fait 30 minutes de musculation, la personne qui fait 30 minutes de cardio perd plus de calories que la personne qui fait de la muscu. Cependant, il n'y a pas que ça. Quand on fait de la musculation, même au repos, après juste le sport, notre corps continue à dépenser de l'énergie pour payer ses dettes énergétiques. Bon, c'est la même chose que quand on fait du cardio, mais la dette énergétique est plus importante quand on fait de la musculation. Il y a aussi une deuxième chose, c'est que, comme j'ai déjà dit, une personne qui a plus de masse musculaire va avoir un métabolisme de base plus important. Donc, ce qui fait que la musculation aussi agit au repos, dans la perte de poids. Donc, ce qui fait que la stratégie la plus optimale pour perdre du poids, c'est d'associer les deux. Ça veut dire faire des exercices d'endurance. Les organismes, ils conseillent de faire au moins 150 minutes d'activité modérée par semaine et d'associer 2 séances de renforcement musculaire, à savoir de musculation. C'est la meilleure stratégie. Great. Now, je pense qu'on a assez développé par rapport à la perte de poids. On va parler de prise de masse musculaire. Comment est-ce qu'on peut prendre du muscle? Alors, on va dire c'est une personne qui a un IMC là, on va dire inférieur à 18,5 et qui veut faire une prise de masse musculaire. Cette personne-là, si on prend sur le plan métabolisme, il doit faire la personne... IMC, indice de masse corporelle. Voilà, index de masse corporelle. Cette personne-là, elle doit faire l'inverse. Elle doit manger plus de calories qu'elle en dépense. Donc, c'est ça qui est important. Elle doit d'abord être là en surplus calorique, pas un déficit calorique. Déficit calorique, c'est la personne qui veut perdre. Surplus calorique, c'est la personne qui veut gagner de la masse musculaire. Donc, manger plus de calories qu'elle va en dépenser. Donc, c'est la première chose que la personne devra faire. Et deuxièmement, cette personne devra manger assez de protéines. On va dire une personne lambda
qui ne fait pas de sport a besoin de 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel. Ça veut dire une personne qui fait 80 kilos aura besoin de 80 grammes de protéines pour faire fonctionner son corps, pour que son corps puisse produire ses anticorps, pour que ses organes, ses cellules puissent se remplacer normalement. Alors, une personne qui fait de la musculation, qui veut prendre du poids, aura besoin de plus de protéines parce que cette personne veut faire des muscles. Donc, ses besoins passent à 1,6. Donc, la personne qui veut gagner du poids, gagner de la masse musculaire doit manger ses 1,6 grammes de protéines par kilo de poids corporel par son alimentation. Et troisièmement, cette personne devra faire de la musculation, doit faire l'exercice de renforcement musculaire. Un muscle qu'on ne travaille pas ne grandit pas. Il faut stimuler le muscle, lui montrer que là, il faut que tu grandisses et que c'est pour que la personne puisse gagner de la masse musculaire. Donc, c'est ça. Selon toi, quels sont les mythes qu'il y a autour des protéines? Les mythes qu'il y a autour des protéines, au Sénégal, je pense que c'est surtout les gens ont un peu peur quand on dit protéines, effets secondaires, etc. Est-ce que les protéines gâtent les reins? Alors, des études scientifiques ont montré qu'une personne qui n'a aucun problème de santé et même qui a une alimentation très riche ou même hyper riche en protéines, cela ne crée pas de maladie rénale. Les protéines, il faudra juste prendre des précautions chez une personne qui a déjà une maladie rénale, qui a été due par autre chose, ou bien qui a un risque d'avoir une maladie rénale, par exemple, qui a des antécédents ou des maladies qui peuvent lui permettre d'avoir des maladies rénales. Donc, c'est cela. Sinon, il faudra manger. D'ailleurs, même les pyramides sanitaires, je pense des États-Unis, ça a changé. Maintenant, les protéines étaient au sommet. Maintenant, ils sont en bas de l'échelle. Donc, il faut en consommer beaucoup. Et c'est conseillé de manger assez de protéines pour pouvoir maintenir sa masse musculaire, surtout quand on prend de l'âge. Je vois que les bodybuilders, en fait, ils vont prendre... c'est des gens qui peuvent prendre 6 repas par jour. Oui. Est-ce qu'on a besoin de prendre autant de repas pour prendre du muscle? Oui. En fait, en réalité, les recommandations de la Société internationale de nutrition sportive, eux, ils nous disent de prendre, pour maximiser sa prise de masse musculaire, entre 20 et 30 grammes de protéines tous les 3 à 4 heures. Wow. Donc, toutes les 3 à 4 heures, oui, toutes les 3 à 4 heures. Ce qui fait que un bodybuilder qui prépare une compétition, il prend plus de 6 repas. Il va même se réveiller durant la nuit pour prendre son repas protéiné. Donc, la haute compétition, c'est ça. Il faudra manger beaucoup, beaucoup de protéines et répartir ces protéines-là dans ces différents repas. Donc, c'est ça. Alors, si je reviens à la question de comment prendre du poids, si j'entre dans l'alimentation, quelle devrait être l'alimentation d'une personne qui veut faire une prise de masse, c'est une alimentation déjà répartie. Ça veut dire que cette personne-là, on ne peut pas vouloir prendre de la masse musculaire sans manger minimum 3 repas. C'est pas possible. Cette personne doit manger minimum 3 repas pour assurer au moins un minimum de quota calorique. Et la composition de ces repas-là, on va revenir dans ces glucides. La personne pourra se faire plaisir dans les glucides, manger assez de glucides pour avoir beaucoup de calories, manger les protéines pour pouvoir construire ses muscles et également manger des lipides tels que le tigadege, la pâte d'arachide, c'est une bonne lipide et que les lipides sont très riches en calories, ça va permettre d'augmenter le quota calorique. Oui. Tu as parlé du tigadege parce que après, quand on parle de nutrition, on nous parle beaucoup de beurre de cacahuète, etc. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est les mêmes? Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire, tu peux, au lieu d'acheter des pots qui sont très chers dans les grandes surfaces, tu peux juste aller acheter du tigadege. Bien sûr. Voilà. Oui, c'est ça. C'est la pâte d'arachide. La personne peut aller et même utiliser des arachides, ouvrir la pâte d'arachide et l'ajouter dans son repas pour pouvoir prendre de la masse. Great. Voilà, ça permet d'augmenter les calories, tout ce qui est graisse, tout ce qui est glucides, sucre, et également protéines pour travailler les muscles, pour pouvoir avoir assez de masse musculaire tout simplement. Après faire des exercices de renforcement musculaire. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un nombre de séances à faire par jour ou bien par semaine? Parce que parfois, tu vois nos sportifs là qui te disent « j'ai fait 3 séances par jour ». Ok. Alors, des études scientifiques, je pense que c'est mieux que je parle des études scientifiques. Yeah. Ils ont montré ils ont comparé des personnes qui travaillent un groupe musculaire 1 fois par semaine et des personnes qui travaillent les groupes musculaires, le même groupe musculaire 2 fois voire 3 fois par semaine. Ils ont vu que les personnes qui travaillent
2 fois le groupe musculaire par semaine avait plus de résultats en termes de gain de masse musculaire que la personne qui travaille une seule fois. Donc, si on veut maximiser sa prise de masse musculaire, il faut essayer de travailler chaque groupe musculaire au moins 2 fois par semaine. Ça veut dire, je travaille les jambes, je veux que mes jambes grandissent bien, il faut que je les travaille 2 fois par semaine. Les pecs, même chose, etc. Donc, il faudra avoir un programme musculaire qui pourra répondre à ces critères-là. Peut-être en une seule journée faire peut-être le dos, l'autre on fait les pecs et les épaules, après on fait les jambes et on répète. Mais cependant, la récupération est très importante. Il ne faudra pas aller à la salle tous les jours. Donc si on se retrouve avec un programme qui nous permet d'entraîner chaque groupe musculaire 2 fois par semaine et avoir 2 à 3 jours de récupération, c'est parfait. Donc, oui. Tout à l'heure, tu as parlé des œufs comme source de protéines. Oui. Tu vas m'en parler si je veux prendre voilà, je risque d'en abuser, quoi. Est-ce qu'il y a une limite à respecter s'agissant des œufs? Oui. Quelques années, les œufs ont commencé à faire peur parce qu'il y a une étude américaine qui a montré que quand on prend des œufs, ça augmente le risque de maladie cardiovasculaire et même de décès dans certains cas. Mais l'étude là, si on fouille bien dans cette étude là, on voit que c'est pas les œufs qui entraînaient cela, c'est l'alimentation globale. Et quand on regarde ces personnes qui prenaient ces œufs-là, ils ne prenaient pas que ces œufs, ils mangeaient mal, ils prenaient beaucoup de graisses saturées, ils ne faisaient pas de sport, ils avaient certaines pathologies. Donc, c'est pas l'œuf pris de manière individuelle qui pose le problème. C'est l'alimentation globale qui va avec une alimentation qui est riche en gras. Maintenant, on sait que le blanc d'œuf est riche en protéines. Le jaune d'œuf, c'est riche en cholestérol et le cholestérol, quand on prend en grande quantité, c'est pas bon pour la santé. Maintenant, toi, tu es sportif, tu as besoin de protéines. Si tu prends deux œufs, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu veux en rajouter un troisième, il faudra enlever le jaune d'œuf. Tu vois, comme ça, tu te concentres sur l'essentiel, c'est le blanc d'œuf. Great. Ouais. Et en termes d'alimentation, pour les sportifs, il y a beaucoup d'aliments que les gens pensent c'est-à-dire ils pensent que ces aliments-là pourraient les aider dans leur prise de masse musculaire, etc. Est-ce qu'il y a des mythes concernant l'alimentation pour les sportifs ici au Sénégal? C'est-à-dire, je veux une bonne définition musculaire, etc. Voilà, quoi. Est-ce qu'il y a des aliments, qui pour toi, c'est juste des mythes, c'est pas vraiment des aliments qui aident? Ouais, c'est surtout ce que tu as dit, définition musculaire. Parce que il y a des personnes au Sénégal que la définition musculaire, ça ne les intéresse pas. Eux, ils veulent juste prendre la masse et prendre de la graisse. Donc, alors, si on regarde dans notre alimentation, les mbeurs, on les voit surtout, moi, je mange tchéré avec la lek, je mange que du tchéré, tu vois. Et ils te disent que j'ai mes résultats. Alors que si on regarde, c'est quoi le tchéré? C'est un produit fait à base de mil raffiné. Donc, carrément, c'est que du sucre. Il n'y a pas de protéines. Donc, si on prend du tchéré, certes, on va avoir de l'énergie pour faire son sport, travailler. Mais quand on prend en excès, ça va se transformer en graisse. Ça donne pas de muscle. Le tchéré, ça donne pas de muscle. Le fondé, ça donne pas de muscle. Le rouille, ça donne pas de muscle. Il n'y a pas beaucoup de protéines. Donc, tout ça, c'est des aliments riches en sucre. On peut les prendre, mais il faut les associer avec des sources de protéines. Parce que ce sont les protéines qui font le muscle. Donc, on peut les associer avec la viande, poisson, poulet, etc. Ou bien, si on a un complément protéiné, on peut l'ajouter. Voilà, c'est tout simplement ça. Yeah. Bon, je pense que tout à l'heure, tu avais parlé des aliments riches en protéines qu'un sportif pourrait prendre et des aliments accessibles à tout le monde. Tu as parlé tout à l'heure de niébé, de œufs, du poisson. OK. Le thon? Oui, le thon, c'est du genre pain thon naine, quoi. Ça passe. C'est un peu différent. Quand on dit pain thon, ce sont des sardinelles. C'est le pain thon qu'on vend à la boutique. À la boutique, c'est ça. Il n'y a pas du thon à l'intérieur. C'est pas le poisson thon qui est à l'intérieur. Ce sont des sardinelles. D'accord. C'est des sardinelles. Si on regarde bien, ils ont écrit en bas pâte de sardinelles. Donc, pâte de sardinelles, les sardines sont bonnes, mais c'est un petite quantité qu'ils en mettent, donc la concentration en protéines n'est pas très importante. Par contre, le vrai thon, le poisson, c'est une très très bonne source de protéines. Très bonne source de protéines. Je pense qu'on le trouve dans nos grandes surfaces avec des sachets de 260 grammes, presque, je pense 700, etc. C'est un peu cher, mais les personnes qui ont les moyens de ça peuvent l'utiliser. Il y a également le saumon qui est une très bonne source de protéines, mais c'est très cher. Voilà. Après, il y a, je pense, la protéine animale la plus accessible, je pense, c'est le blanc de poulet.
Le blanc de poulet, ça fait l'affaire. Après, si on peut utiliser la viande et les protéines végétales aussi. La viande rouge? La viande rouge, oui. On peut utiliser la viande rouge et peut-être si on veut pas prendre la graisse ou bien si on le prend beaucoup, éviter les parties riches en gras. Parce que la viande rouge, on peut choisir la partie de la viande qu'on peut utiliser. Donc, il y a des viandes qui sont riches en graisse, d'autres non. Donc, faut privilégier les viandes qui sont pas très riches en graisse. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin, à part de l'alimentation, des repas que l'on prend? Est-ce qu'on a besoin d'autres choses pour prendre du muscle? Normalement, c'est juste l'alimentation et l'activité sportive qui permet de prendre de la masse musculaire. Maintenant, pour répondre à ta question, il y a par exemple, si on n'arrive pas à atteindre ces quotas, côté alimentaire, on peut prendre également des compléments alimentaires qui vont juste rentrer dans l'alimentation, mais ils sont optionnels. Si une personne arrive à atteindre ses quotas de protéines ou bien de glucides, et cette personne n'a pas besoin de compléments alimentaires. Maintenant, cette personne, si elle a du mal de par son travail ou de par l'accessibilité des aliments, peut utiliser des compléments alimentaires qui sont normalement des concentrés de nutriments d'intérêt. On fait tout simplement, c'est comme si on prend le riz ou bien on prend le mil. Ce qui nous intéresse, c'est la protéine qu'il y a dans le mil. On l'extrait, on l'isole, on le met en pot pour faciliter l'ingestion. C'est tout simplement ça. D'accord, je comprends. Alors, docteur, dans le domaine du sport surtout, on nous parle beaucoup de compléments alimentaires et il y a des noms qui reviennent, ok? Et le premier nom qui me vient dans l'esprit, c'est la whey. Est-ce que tu peux nous parler de la whey? Qu'est-ce que c'est? Quel est l'apport que ça donne, ok, au corps, etc. Quelle est l'importance de l'utiliser? Est-ce qu'on a besoin de l'utiliser ou pas? Ok. Alors, la whey, comme tu l'as dit, c'est un complément alimentaire. Comme on l'a défini tout à l'heure, c'est un concentré de nutriments d'intérêt. Si on voit, il y a le lait, que j'en ai parlé tantôt, qui est une très bonne source de protéines. Parce que la protéine qu'il y a dans le lait, c'est une protéine complète. C'est-à-dire qu'il y a les acides aminés essentiels. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la whey? C'est que quand on prend le lait, on enlève tout ce qui est la partie grasse, ça veut dire le gras, on en fait du beurre et le fromage. Maintenant, ça reste du lait écrémé, du lait sans gras. On prend ce lait écrémé là, on enlève le sucre qu'il y a, après ça reste ce qu'on appelle le lactosérum. Et ce lactosérum là, c'est ce qu'on concentre et c'est tout simplement la whey. Donc la whey, ce n'est rien d'autre une protéine de lait. Donc c'est une protéine qui se digère très rapidement et qui a un profil d'acide aminé qui est complet. Donc, comment ça peut aider chez une personne qui veut prendre de la masse musculaire? C'est que tantôt, j'ai dit que quand on veut prendre de la masse musculaire, il faut obligatoirement manger 1,6 g de protéines par kilo de poids corporel. Maintenant, une personne qui fait 80 kg, peut-être aura besoin de tête, ça va faire 80 kg fois 1,6, peut-être minimum de 100 g de protéines. Maintenant, si cette personne, en faisant des efforts sur son alimentation, il se retrouve à 70 g de protéines dans son alimentation, la personne devra manger 30 g de protéines qu'elle pourra trouver dans sa whey. Elle va prendre un scoop ou 2 scoops de whey et elle pourra compléter les 30 grammes qui restent, lui permettant d'atteindre ses objectifs de prise de masse musculaire, tout simplement. Donc ça, c'est la whey concentrée, c'est la premium whey, et chaque scoop donne 23 grammes de protéines. Donc une personne qui en prend 2 scoops aura 46 grammes de protéines, et ça pourra lui permettre de combler largement son déficit en protéines pour prendre de la masse sainement. Alors, et est-ce qu'il y a une différence entre... Alors, il y a... L'autre aussi qui est écrit, sur lequel il y a écrit isolate, est-ce que c'est la même chose? Alors, isolate, c'est de la whey isolate. On a pris de la whey et on l'a plus filtré pour enlever le maximum de sucre. Le maximum de sucre. Donc, dans la whey isolate, c'est plus concentré en protéines et c'est moins riche en sucre. Et c'est pour qui? C'est pour une personne qui veut perdre du poids. Comme tantôt je l'ai dit, quand on veut perdre du poids, il faudra manger des protéines, manger assez de protéines. Et il faudra diminuer le sucre. Donc, vu que là, c'est très riche en protéines et c'est très pauvre en sucre, c'est adapté à cette personne qui fait déjà des efforts de perte de poids, à savoir, cette personne a une alimentation pauvre en sucre. Donc, voilà, si la personne prend de la whey isolate, ça lui permet d'atteindre ses quotas en protéines, tout simplement, et lui aider la personne à perdre du poids, tout simplement. Great. Parce que quand on parle de perte de poids, on a, dans notre conception, il faut absolument rien prendre. Le truc, c'est voilà quoi, il faut rien ingérer, il faut rien consommer, etc. Et donc là, dans certains, pour une bonne prise de poids, une bonne perte de poids, du moins, pour une bonne perte de poids, tu peux prendre en fait de la whey
qui est une protéine, en fait, où il n'y a pas de sucre du tout, voilà. ou bien très pauvre en sucre, oui. pour favoriser ta perte de poids. Exactement. Et c'est important. Hein. Quand on perd de poids, ça ne veut pas dire on ne mange pas. Il faut manger. Sinon, ça va se limiter à une semaine. Yeah. Donc, il faut manger, avoir assez de protéines, avoir assez d'acides aminés pour pouvoir fonctionner normalement, ne pas se sentir fatigué, préserver sa masse musculaire et être en bonne santé, tout simplement. C'est bon à savoir. Là, on a du mass gainer. Qu'est-ce que ça fait? Alors, c'est un autre complément alimentaire qui aide à la prise de masse musculaire. Parce que si on regarde les principes scientifiques dont on a parlé dans la vidéo, pour faire une prise de masse musculaire, non seulement il faut manger assez de protéines, mais également il faut être en surplus calorique. Donc, le mass gainer, c'est quoi? On a pris simplement la whey qui est là-bas et qui va aider à construire de la masse musculaire. Et on a rajouté des glucides pour augmenter les calories. Donc, ça va permettre non seulement à la personne d'atteindre son quota calorique, à savoir être en surplus calorique, et avoir assez de protéines pour pouvoir faire une prise de masse musculaire. Donc, c'est pas un repas, mais on va dire, une personne qui va faire une prise de masse musculaire qui devra manger 3 à 4 repas. Et s'il lui manque des calories, la personne pourra compléter ses calories manquantes avec son mass gainer, pourra prendre 2-3 scoops et prendre ça comme un repas, comme 5e repas ou 6e repas, tout simplement. Voilà. On va l'appeler repas complémentaire. Ouais, on va dire repas complémentaire pour compléter les calories qui restent, c'est ça. Ok. Mais est-ce qu'il y a une différence sur par exemple, sur la composition de ton corps? Est-ce que, voilà quoi, une personne qui veut faire de la définition, qui veut vraiment qui va être musclé, mais qui va avoir une bonne définition pour prendre de la mass gainer? Alors, ces produits-là, normalement, le mass gainer, c'est réservé peut-être à une personne qui est vraiment mince, quoi. Une personne qui est mince, qui a un métabolisme qui est élevé et qui a du mal à prendre du poids. Cette personne-là, d'habitude, de par son alimentation, peut peiner à prendre de la masse. Donc, lui faut un surplus calorique plus grand que la normale. Donc, posséder d'un mass gainer pour un moment donné et après peut continuer pour la whey. Cependant, si on n'est pas mince, si on en prend, on risque de prendre du gras parce que ça contient du sucre. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas adapté à tout le monde, c'est adapté à une personne vraiment qui a un déficit pondéral et qui veut prendre du poids et qui fait les efforts de prise de poids et qui n'a pas de résultats. Et également, les erreurs que les personnes font d'habitude, c'est que au lieu de prendre le mass gainer comme un complément alimentaire, les personnes prennent cela comme substitut de repas. Par exemple, le mass gainer, tu le prends après avoir mangé tes 3 repas. Si ça remplace ton petit déjeuner, c'est pas bon. Tu n'auras pas de résultat parce que tu as coupé des calories, tu as rajouté des calories. C'est après ça. Très clair. Il y a de cela quelques années, quand j'entendais parler de la créatine, j'avais l'impression que c'était un produit dopant, en fait. Et que, voilà, c'était un produit interdit, etc. Et là, bizarrement, de plus en plus, j'entends parler de la créatine comme un bon produit, etc. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance de ce produit? Oui, la créatine, c'est un produit qui suscite beaucoup de débats ou qui a suscité beaucoup de débats. Mais bon, l'organisme international qui classe les produits dopants ne classe pas la créatine dans les produits dopants, honnêtement. Et l'organisme classe la créatine comme un complément alimentaire. Et c'est un complément alimentaire dans lequel les gens ont fait beaucoup d'études sur la créatine. Depuis des décennies, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la créatine et on montre que la créatine fait partie des compléments alimentaires les plus sûrs. Et la créatine permet d'augmenter de manière générale, ça permet d'augmenter les performances sportives. Ça veut dire, c'est quoi la créatine? En fait, la créatine, normalement, c'est une substance chimique que notre corps utilise, que notre corps produit, normalement. Notre corps produit de la créatine. Donc, c'est la première filière énergétique qui nous permet de produire de l'ATP. L'ATP, c'est la forme d'énergie qui se trouve dans notre corps. Par exemple, quand on fait une activité physique intense, durant les premières secondes, notre corps utilise de l'ATP qui provient de la phosphocréatine. La phosphocréatine est retrouvée dans le muscle. Ça veut dire que l'énergie que notre corps utilise dans les premières secondes se trouve déjà dans le muscle. Ça ne vient pas d'ailleurs. Et maintenant, vu que le stock de phosphocréatine est limité, cette énergie s'épuise rapidement en quelques secondes. Maintenant, une personne qui se supplémente en créatine, au lieu que cette
d'énergie, ce stock de phosphocréatine s'épuise en 4-5 secondes, vu que la personne se supplémente en créatine, ce stock va s'épuiser en 8 secondes. Donc, ce qui fait que la personne sera plus performante dans les sports à haute intensité et à durée brève. Ce qui fait que ça augmente la force. La force répond à ces critères-là. Donc, une personne, on va dire, si moi, je fais du squat à 60 kilos et mon maximum, je fais 10 répétitions. Si je me supplémente en créatine, je pourrais faire peut-être 12 à 13 répétitions. C'est tout simplement ça. Et vu que je suis plus performant au sport et il y a une relation dose à effet, entre la pratique sportive et les résultats de prise de masse musculaire, si je veux faire une prise de masse musculaire, je vais prendre plus de muscles, tout simplement. Parce que je m'entraîne plus et je suis plus performant à la salle. Donc, la créatine permet, en d'autres termes, ça, ce sont les études qui le disent, d'augmenter la performance sportive, d'améliorer la récupération et d'augmenter la prise de masse musculaire, tout simplement. Et également, il y a des études récentes qui montrent à des doses un peu plus élevées que ça permet d'améliorer la cognition, les fonctions cognitives, à savoir tout ce qui est mémoire. Ça permet également de diminuer le stress et ça permet également d'améliorer l'attention. Et même, c'est des études il y a certaines personnes qui l'utilisent dans certaines maladies telles que le Parkinson, Alzheimer. Il y a des données qui sont prometteuses dans ce domaine, dans ces études-là. Et est-ce qu'il y a des doses qui sont conseillées? Alors, les doses, c'est les effets sur la prise de masse musculaire, sur la force. On les a à partir de 3 grammes par jour. Quand on prend 3 grammes par jour, on a ces effets-là. Maintenant, il y a des études récentes qui montrent que pour certaines personnes, il y a certaines personnes, environ 20% des personnes, qui ne ressentent pas les effets de la créatine. Et on a vu pourquoi ces personnes-là ne ressentent pas les effets de la créatine. C'est parce qu'elles n'en prennent pas assez. Donc, il faut adapter la dose en fonction du poids. Et ce qui est recommandé, c'est 0,1 g par kilo de poids corporel. Par exemple, si une personne qui fait 80 kg doit prendre 8 grammes de créatine. Une personne qui fait 80 kg, 8 grammes de créatine pour avoir les effets escomptés de la créatine. Et même, il y a des études qui recommandent de prendre même plus pour avoir ces effets sur le cerveau, sur la mémoire. Là, il faut prendre des doses plus importantes. Et même, il y a des études qui ont étudié des personnes qui prennent des doses importantes de créatine, à savoir 20 grammes de créatine sur des années. Et aucune de ces personnes n'a présenté des effets secondaires à type d'atteinte rénale. Donc, et ces études sont toujours en cours. Il y a des personnes qui prennent de la créatine de grande dose pendant des années et des analyses sont faites toutes les années. Et des études montrent qu'il n'y a pas d'effet secondaire par rapport à ça. C'est parce que tout simplement, la créatine, c'est une substance qui est très bien éliminée par les reins. Elle est très bien éliminée par les reins de ce fait que nous, en médecine, on utilise un de ces métabolites pour évaluer la fonction rénale. On appelle la créatinine. On dose ça dans le sang parce que si la créatinine augmente dans le sang, ça veut dire que la personne commence à avoir des problèmes rénaux parce que c'est une substance qui est très bien filtrée. Donc, ça devrait être constant ça devrait être, la concentration en créatinine devrait être faible dans le sang. Parce que c'est très bien filtré par les reins. Donc, si ça augmente, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des reins. Donc, déjà, des fois, ça prête à des personnes qui comprennent pas très bien ce principe-là. Ils entendent créatininémie, rein. Ils pensent que la créatine gâte les reins, alors que c'est le contraire. C'est très bien filtré par les reins, donc ça ne pose pas de problème aux reins. Je ne sais pas si tu vois un peu le... Ouais. Parce qu'il y a des subtilités, en fait. Exactement, c'est une subtilité. C'est parce qu'on l'utilise que c'est sans danger par les reins. Si c'était une substance qui n'était pas très bien filtrée par les reins, on n'allait pas l'utiliser pour évaluer la santé des reins. Et tu as dit pour moi quelque chose qui est très important, c'est que notre corps en produit déjà. Oui. Donc, c'est vraiment un supplément, un complément alimentaire. Parce que quand on parle de complément, c'est que voilà, ça vient compléter peut-être un apport qu'on a déjà. Exactement. Donc, tous les compléments peuvent être classés comme complément alimentaire. Il faut que la substance, même que l'on consomme déjà cela. Par exemple, quand on mange de la viande, on consomme de la créatine. La viande de mouton, il y a de la créatine à l'intérieur. Donc, c'est des substances que nous consommons. C'est juste que le complément, c'est le conditionnement surtout qui change. Au lieu que ce soit dans la viande, on met ça dans un pot comme ça.
C'est tout simplement ça. Et voilà. Et également, on utilise les concentrations et les doses recommandées par les sociétés savantes. Et est-ce qu'il y a des effets qu'on peut ressentir si on arrête la créatine? Alors, la créatine, ça entraîne une rétention d'eau intramusculaire. Ça veut dire une personne qui prend de la créatine va avoir plus d'eau dans ses muscles, ce qui fait que ses muscles seront plus visibles. Néanmoins, la personne va gagner de la masse musculaire. Donc, si la personne arrête la créatine, peut-être ses muscles peuvent être légèrement moins visibles. Donc, il y a des personnes qui prennent de la créatine pour cet effet-là, pour que ses muscles soient gonflés et visibles. Après, sur la force, si on est habitué à prendre de la créatine et ça nous a permis d'augmenter la force et ses performances. Peut-être si on le diminue, on l'arrête, on peut avoir peut-être une légère diminution de force. Mais si on compare avant et après, tu es devenu plus fort parce que tu l'as pris pendant une certaine période et tu as gagné vraiment de la masse musculaire et cette masse musculaire-là ne va pas partir. Donc, c'est ça. Mais donc, voilà, c'est un complément alimentaire qui est encore une fois non obligatoire. On peut le prendre si on en a besoin. Est-ce que c'est un complément qu'on pourrait aisément prendre durant le ramadan, vu que tu dis que ça retient l'eau? En réalité, en fait, là, je pourrais pas me prononcer d'une manière très claire parce qu'il n'y a pas d'études scientifiques, des études qui ont été réalisées chez les personnes qui prennent la créatine et qui jeûnent durant le mois de Ramadan. Donc, on n'a pas fait ça pour voir s'il y aura des effets bénéfiques ou négatifs sur ces personnes-là. Et on sait que peut-être la créatine, ça entraîne une rétention d'eau intramusculaire, ce qui fait que ça peut théoriquement entraîner une déshydratation, surtout sur le plan théorique, parce que des études scientifiques qui ont été faites entre créatine et déshydratation, aucune étude a montré une augmentation du risque de déshydratation du fait de la créatine. Et ces études-là recommandent de prendre les mêmes quantités d'eau de manière qu'on doit prendre quotidiennement, qu'on prenne de la créatine ou pas. Donc, logiquement, si on regarde ces études-là, si on se base sur les études, pas de la théorie, on peut se dire on peut prendre la créatine durant le ramadan si on arrive à prendre suffisamment d'eau comme quand on prend pas de la créatine. Maintenant, si on sait qu'on peut peut pas prendre suffisamment d'eau, etc., vu qu'il n'y a pas des études probantes qui ont été faites, on peut se dire on va faire attention par rapport à ça. Si on est un sportif professionnel, on joue durant le mois de ramadan, on gagne de l'argent, etc., bien sûr, il faut prendre la créatine parce qu'il n'y a rien qui l'interdit. Maintenant, si on est amateur, on sait qu'on peut pas prendre assez d'eau vraiment et que c'est pas très indispensable. Par précaution, tu peux arrêter durant ce mois de Ramadan là. Et on en arrive à la BCAA. Ok, BCAA, ce qu'on appelle sont des acides aminés à chaîne ramifiée, et ces 3 acides aminés qu'il y a dans les BCAA sont des acides aminés essentiels que notre corps ne produit pas. C'est la leucine, l'isoleucine et la valine. Alors, pourquoi on les prend quand on fait du sport? Tout simplement, surtout quand une personne fait une activité sportive ou fait de la musculation et passe plus de temps dans cette activité sportive, par exemple, fait plus d'1 heure de sport ou 1h30. À un moment donné, cette personne va épuiser ses réserves d'énergie stockées sous forme de sucre, le glucogène, etc. Et le danger, c'est qu'à un moment donné, son corps va commencer à utiliser ses protéines dans les muscles comme source d'énergie, ce qui n'est pas bien parce que cette personne, son but, c'est de prendre de la masse musculaire, mais à la fin, elle commence à détruire ses muscles pour se donner de l'énergie. Donc, quand on détruit les muscles, on détruit les protéines et les protéines sont composées d'acides aminés et ce sont ces acides aminés-là qui sont utilisés comme source d'énergie. Donc, pour empêcher cela, quand on fait son sport, on est joueur professionnel ou athlète ou on fait plus d'1 heure de temps de sport ou 2 heures de temps, quand on fait 1h30 de sport, on prend le BCAA, on prend 12 coupes, on met ça dans de l'eau et on boit ça. Comme ça, on va dire à notre corps, au lieu d'utiliser les acides aminés de mon muscle, il faut utiliser ce que je te donne là. Parce que c'est des acides aminés qui partent directement dans le sang et c'est digéré rapidement. Donc, c'est un anticatabolique. Ça empêche la destruction musculaire quand on fait une certaine activité physique. Donc, de ce fait également, vu que ça amène des acides aminés et les acides aminés viennent des protéines. Les protéines, macronutriments, énergie, ça donne de l'énergie durant le sport. Donc, quand on fait une activité physique et on prend le BCAA durant son sport, on regagne de l'énergie durant l'activité physique et ça nous permet de tenir un peu plus longtemps. Donc, et troisièmement, de manière plus accessoire, même si pour construire de la masse musculaire, il faut tous les acides aminés essentiels, mais les BCAA contiennent de la leucine et la leucine intervient
de manière préférentielle au niveau des séquences qui permettent de déclencher la prise de masse musculaire, la synthèse des protéines au niveau de la mTOR. Donc, accessoirement, ça peut également stimuler la prise de masse musculaire. Mais surtout, c'est anti-catabolique et améliore la récupération. Donc, et ça se prend durant le sport. Pas avant ni après, mais durant le sport. C'est très important, cette précision. Ça me permet même de revenir même par rapport aux autres compléments qu'on a abordés tout à l'heure. C'est à côté du BCA. On a aussi le EAA. Oui, le EAA, la différence entre BCA et EAA, c'est que EAA, ça contient tous les acides aminés essentiels. Alors que BCA, c'est juste 3. Alors, donc, le EAA est plus comparable avec la whey. Parce que la whey, ça contient tous les acides aminés essentiels. Le EAA, c'est comme de la whey prédigérée. Donc, on peut prendre ça au même moment qu'on prend de la whey et ça soutient la prise de masse musculaire. Ouais, c'est ça. C'est ça, quoi. Alors que BCA, c'est durant le sport. Même si la composition EAA et BCA, ça se ressemble. Mais si on regarde de manière technique, EAA est plus à côté de la whey. OK. Quel est le meilleur moment pour prendre ces compléments? Alors, c'est une question qui revient souvent. Il faut savoir, la whey, par exemple, je vais commencer par la whey. La whey ne se prend pas en fonction de son sport. Par exemple, les personnes vont dire, moi, je dois prendre la whey avant mon sport, après le sport, ou le jour où je fais du sport, je prends, ou le jour où je ne fais pas de sport, je prends pas. Ça se prend en fonction de son alimentation. Comme j'ai dit, on a besoin de 100 grammes de protéines. On en a mangé 80. Il nous faut compléter les 20. On complète les 20 avec la whey. Maintenant, on le prend à distance des repas. Par exemple, si je prends un peu de déjeuner, dîner, je le prends à distance des repas pour que ça ne m'empêche pas comment on va dire, de manger. Également, il y a certaines personnes qui parlent de la fenêtre anabolique, qui n'est plus dans les actualités, qui disent que quand on prend de la protéine juste après son activité physique, ça favorise une prise de masse musculaire plus rapide. Mais des études récentes m'ont montré que ce n'est pas vraiment ça. Le plus important, c'est la quantité totale de protéines que tu consommes de manière journalière. Donc, la whey que tu la prennes avant ou après, etc. Le plus important, c'est que à la fin de la journée, que tu te retrouves avec les 100 grammes de protéines. Donc, c'est la même chose pour la whey. C'est la même chose pour le mass gainer. Et voilà. Et c'est la même chose pour la whey isolate. Il faudra que tu puisses à la fin de la journée te retrouver avec tes nombres de calories et tes nombres de protéines, peu importe l'heure à laquelle tu vas prendre ces compléments alimentaires-là. C'est ça le vrai timing pour ces compléments alimentaires. Mais non, pour la créatine, aussi, il n'y a pas de timing. La créatine n'a pas d'effet ponctuel. Par exemple, c'est pas parce que je vais prendre la créatine aujourd'hui que je vais être plus fort. Pour sentir les effets de la créatine, le but, c'est saturer ses muscles en créatine. Et la saturation, ça se passe... Pour saturer ses muscles en créatine, il faut le prendre minimum pendant 3 semaines. Tu prends 3 grammes de créatine pendant 3 semaines. Et à partir de ces 3 semaines-là que tu vas sentir les effets. Maintenant, après, il y a des personnes qui font ce qu'on appelle une phase de charge. Ils prennent 20 grammes de créatine pendant une semaine pour saturer les muscles plus rapidement et sentir les effets plus rapidement. Mais bon, son pot de créatine va finir plus rapidement. Donc, si on a les moyens pour oui, on peut le faire. Sinon, c'est pas nécessaire. On peut attendre les 3 semaines. Et il n'y a pas d'horaire. Il n'y a pas d'horaire particulier pour prendre la créatine également. Par contre, le BCA, c'est durant le sport. Oui. Parce qu'on retrouve, parce que concernant les produits alimentaires, les compléments alimentaires, on a énormément de marques qui en produisent. Est-ce qu'il peut y avoir des différences de qualité en fonction des marques? Bien sûr, il peut y avoir des différences de qualité en fonction. Et comment est-ce qu'on peut faire la différence et reconnaître un bon produit d'un mauvais produit? Alors, honnêtement, pour le consommateur, ce sera un peu difficile parce que même certaines grandes marques ou les marques qu'on pense c'est les grandes marques, en réalité, ils peuvent te fournir des produits de mauvaise qualité alors que le packaging est top. Donc, c'est quoi? Parce que si moi, je te vends la whey, je te vends quoi? Je te vends une composition. Je te dis que je te vends de la protéine de lait. Donc, il faut que ce qu'il y a dans mon pot soit en accord avec ce que je vends. Et si je te dis que dans ma whey, c'est 23 grammes de protéines, il faut que, en réalité, qu'il y ait les 23 grammes de protéines à l'intérieur. Et c'est ça le problème. Parce qu'il y a des études qui ont été faites chez certaines marques. Ils te disent que je te vends 23 grammes de protéines. En réalité, tu fais des analyses, tu te retrouves avec 11 grammes. Wow, donc, grosse différence. Ouais, une grosse différence. Ils ne mettent pas beaucoup de protéines pour gagner plus de marge. Maintenant, pour le consommateur, il faudra que le consommateur achète
des marques qui sont assez reconnues, stables, où il y a des enquêtes et des analyses qui sont régulièrement faites par des analyses indépendantes pour pouvoir assurer que ce que la marque dit, en réalité, ce qu'il y a à l'intérieur. Et de deux, mais de ce fait, il y a de grandes marques dans lesquelles, actuellement, surtout au Sénégal, il y a beaucoup de contrefaçons sur les grandes marques. Énormément, il y a des marques américaines, etc. Je pense qu'au Sénégal, la majeure partie des marques. Ok, là, tu parles c'est-à-dire c'est-à-dire, tu vois un produit brandé au nom d'une grande marque, alors que c'est pas cette marque-là, en fait, qui a produit ça. Tu vois des pots Optimum. Une vraie contrefaçon, en fait. Oui, tu vois des pots Optimum Nutrition faits aux États-Unis, mais qui viennent de la Chine. Wow. C'est ça. Qui vient de la Chine. Après, le prix, il est moindre, mais ils te disent qu'il y a de la protéine, mais ce que tu prends là, personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur. Yeah. C'est ça, en fait. Donc, voilà. Donc, acheter chez des personnes qui sont reconnues, qui vendent des produits authentiques. C'est comme dans toute chose, quoi. Acheter chez des personnes qui vendent des produits authentiques, et les produits authentiques, ils ont un prix. Donc, également, si tu connais pas la marque, également, il faut regarder la composition, tourner le pot, regarder ce que la personne te dit. Te dit que, ok, je te vends tel complément alimentaire, je te vends ce complément alimentaire à ce dosage-là. Est-ce que ce dosage-là, par exemple, s'il s'agit de vitamines, de fer, etc., ce sont des dosages recommandés, par exemple? Parce que d'habitude, ils peuvent te vendre, oui, je te vends du fer, du magnésium, mais la quantité de magnésium qu'ils mettent n'est pas suffisante. Mais toi, vu que tu te connais pas très bien, tu vas penser que magnésium, c'est magnésium, tu prends un comprimé, 2 comprimés, tu penses ton problème est réglé, alors que tu es sous-dosé. Donc, il faudra regarder déjà la provenance, être sûr que ce que la personne te vend, c'est vraiment ça. Ne pas acheter de contrefaçon. De deux, regarder la composition pour voir ce que la personne a mis dans son pot, et également s'il n'y a pas de produits néfastes ou pas très bien, qui n'ont pas une bonne réputation pour la santé. Et 3, regarder la concentration de ces produits, la concentration en protéines, la concentration en acides aminés, en vitamines, en magnésium, en fer. Donc si tu regardes ces 3 aspects-là, je pense que tu pourras avoir un bon complément alimentaire. Top. On a parlé des produits. J'aimerais qu'on parle de la musculation et de la femme. Est-ce qu'une femme devrait faire de la musculation? Parce que j'en vois de plus en plus maintenant. Oui, bien sûr, une femme. Et pourquoi, en fait? Alors, une femme doit faire de la musculation parce que actuellement, on va dire, il y a une étude qui est sortie qui a montré. Avant, on te disait que si tu faisais du sport, tu vivais plus longtemps. C'est ce que les études disaient. Maintenant, il y a une étude qui a montré que les gens qui avaient une force de préhension plus importante, c'est-à-dire la capacité à serrer ce pot-là, ils vivaient plus longtemps. Et qu'est-ce qui donne cette capacité? C'est la masse musculaire, que ce soit chez les hommes, chez les femmes. Donc, avoir plus de masse musculaire est directement corrélé à l'espérance de vie. Et ça se voit quand une personne, femme ou homme, a plus de masse musculaire, ça va lui éviter beaucoup plus de maladies. Parce que déjà, les muscles sont de très grands consommateurs de sucre. Donc, si tu as plus de masse musculaire, ton corps va consommer plus de sucre, tu auras moins de chances d'avoir tout ce qui est maladie due au sucre. Et il y en a beaucoup, le diabète, certains cancers, toutes ces maladies-là. Donc, tu vas vivre plus longtemps. Et même aussi vivre plus longtemps, et vivre comment? Il y a vivre plus longtemps, avoir 80 ans, être cloué à son lit, et avoir 80 ans, pouvoir aller au marché, etc., jouer avec ses enfants. Et qu'est-ce qui te permet de faire ça? C'est avoir assez de masse musculaire, surtout au niveau des membres inférieurs, pour pouvoir supporter ses articulations, ne pas avoir de l'arthrose et avoir une vie normale. Et une femme doit faire de la musculation pour pouvoir garder cette masse musculaire-là et être en bonne santé pour pouvoir vivre longtemps et bien. Est-ce qu'il n'y a pas de risque, que les femmes qui font de la musculation ressemblent à des hommes? C'est ce que beaucoup de personnes disent. Non, je ne veux pas ressembler à un homme, mais c'est impossible. Parce que la femme n'a pas les mêmes quantités d'hormones que les hommes. Les hommes ont beaucoup plus de testostérone que la femme. Ce qui fait que les hommes ont une certaine carrure. Quand tu dis impossible, on voit parfois des femmes qui ressemblent à des hommes. Non, quand je dis ressemblent à des hommes qui sont tellement musclés que, voilà quoi, qui ont beaucoup plus de masse musculaire que une bonne partie des hommes. Parce que ces femmes-là se dopent. Elles prennent de la testostérone exogène. Elles s'injectent de la testostérone pour avoir les mêmes niveaux d'hormones que les hommes et pouvoir avoir cette masse musculaire-là. C'est des femmes peut-être qui font du bodybuilding, de la compétition, etc. C'est pas naturel.
Ça, c'est pas naturel. Mais une femme qui fait de la musculation naturellement va même plus ressembler à une femme parce que si elle entraîne ses membres inférieurs, ça va lui permettre de développer ses fessiers, ça va lui permettre de perdre de la graisse au niveau du ventre. Elle a une taille un peu plus affinée. Voilà, elle va ressembler plus à une femme qu'autre chose, quoi. Donc, mais si une personne, la majeure partie des femmes qui ressemblent à des hommes, la majeure partie, je dis, qui font de la compétition prennent des hormones masculines. Et tu parles de produits dopants. C'est quoi un produit dopant? Quels sont les produits qui sont considérés comme produits dopants? Alors, qu'est-ce que les bodybuilders prennent pour ressembler à ça, quoi? Alors, les bodybuilders, ils prennent... Et est-ce que c'est bon pour la santé sur le long terme? Bah non, dès que c'est des produits dopants, ils sont considérés comme produits dopants parce qu'ils sont pas bons pour la santé. En fait, les bodybuilders, ils prennent beaucoup de choses, hein. Ils prennent déjà beaucoup d'hormones androgènes, testostérone et les métabolites et les dérivés de testostérone, parce que la testostérone, c'est une hormone qui naturellement augmente la masse musculaire. Donc, qu'est-ce que fait le bodybuilder? Il en prend plus que ce qu'il devrait avoir normalement pour avoir un gain de masse musculaire qui n'est pas naturel. Parce que toi et moi, nous faisons du sport, on ne pourra jamais avoir une certaine masse musculaire. Donc, pour dépasser la physiologie, le fonctionnement normal, il faut changer les choses, prendre beaucoup d'autres hormones. Par exemple, la testostérone, il y a l'hormone de croissance qu'on appelle la GH qu'ils peuvent prendre. Il y a aussi... Il y a aussi des médicaments même qu'ils utilisent pour perdre de la graisse, tu vois, pour être très, très, très sec. Et même le dopage n'est pas juste réservé au monde du bodybuilding. Il y a les sports, les autres sports, le football, comme un joueur qui a été attrapé récemment, Pogba. Et il y a les athlètes professionnels, il y a plusieurs types de dopage. Il y a même le dopage sanguin, c'est des personnes qu'est-ce qu'ils font? Parce que quand on fait du sport, une des adaptations qui survient, c'est que notre volume sanguin augmente et on a plus de globules rouges. Et quand on a plus de globules rouges, on transporte plus d'oxygène, on devient plus endurant. Il y a des personnes qui prennent leur sang, qui congèlent ça, qui reprennent leur sang, qui congèlent ça. Avant la compétition, ils s'injectent tout ce sang-là pour avoir plus de globules rouges et être plus performants dans le marathon, etc. Ils vont courir beaucoup plus longtemps que la norme. Et voilà. Donc, comment on va faire? Nous, on va juste prélever son sang. Si on voit que, au lieu d'avoir 13 ou 14 d'hémoglobine, il se retrouve avec 19, on dit que ça, c'est pas normal. Voilà, quoi. Maintenant, le dopage évolue. Maintenant, le dopage évolue. Il devient de plus en plus sophistiqué pour ne pas se faire prendre au haut niveau, mais également, les techniques de contre-dopage évoluent également. C'est comme les trafiquants et les policiers, quoi. C'est chat et souris, quoi. C'est ça. C'est juste des personnes qui comprennent la physiologie de l'homme et qui essaient de pousser l'homme pousser les limites de l'homme, quoi. Mais non, quand c'est en compétition, c'est pas juste, quoi. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes conditions physiques ou voilà, quoi. On n'est pas dans les conditions physiologiques. Donc c'est injuste. C'est la triche. Est-ce qu'il y a une manière, en fait, ou bien une stratégie de faire ces séances quand on veut faire de la musculation? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit simplement d'aller à la salle, soulever des trucs lourds et puis c'est bon, on va construire du muscle? Pour gagner de la masse musculaire, il y a des principes qu'il faudra respecter. Et ces principes-là partent de ce qu'on appelle le volume de travail. Le volume de travail, plus tu fais de la musculation, plus ton volume de travail augmente, plus tu vas gagner de la masse musculaire. Et qu'est-ce qui définit ce volume de travail? Le volume de travail, c'est la charge que tu soulèves à la salle en kilos, que tu vas multiplier par le nombre de répétitions que tu vas faire avec cette charge-là, et tu vas multiplier par le nombre de séries que tu vas faire de cet exercice-là. Par exemple, moi, je me dis que j'ai fini ma séance de sport, j'ai fait 1 tonne de volume de travail. Et moi, si je fais 1 tonne, toi, tu fais 500 kilos, à la fin de la journée, on a la même alimentation, j'aurai plus de résultats que toi. Maintenant, il faudra réfléchir dans tout programme alimentaire comment optimiser ton volume de travail. Pourquoi? Parce que si je prends un groupe musculaire et que moi, je veux avoir un volume de travail par semaine qui est important, il faut pas que j'épuise, il faut pas que je soulève une charge trop lourde. Parce que si je soulève une charge trop lourde, que je peux faire juste une répétition, si c'est 100 kilos, je fais une répétition, ça se limite à 100. D'accord. Alors, si je prends 60 kilos et je fais 10 répétitions, c'est 600 kilos. Donc, quand on part de la salle, il faudra soulever une charge avec laquelle on peut faire minimum 6 répétitions et on peut faire maximum 15 répétitions. Parce que si on prend 10 kilos, on fait 15 répétitions, c'est 150 kilos, c'est pas beaucoup.
Donc, il faudra avoir une charge qui est moyenne, une charge qui est assez lourde pour me permettre de faire au maximum 15 répétitions et qui n'est, on va dire également, qui n'est pas très lourde, qui va me permettre de faire minimum 6 répétitions. Si je reste entre les deux, c'est là que je vais maximiser mon volume de travail. Donc, ce qu'on appelle, je vais aller à la salle, faire volume là, prendre des charges légères et y aller à fond là. Non, c'est pas ça qui va augmenter ta masse musculaire. Et maintenant, une fois qu'on peut maximiser le volume de travail qu'on a par exercice, il faudra mettre un temps de repos. Parce que si on enchaîne des exercices sans temps de repos, on aura une fatigue musculaire et on ne pourra pas bien récupérer et on va s'épuiser rapidement. On ne pourra pas avoir le volume de travail qu'on veut. Donc, avoir 1 minute 30 de repos au moins entre les exercices pour pouvoir maintenir un rythme soutenable pour avoir à la fin un volume de travail intelligent. Et également, entre les séances, par exemple, il faudra mettre également un temps de repos pour pouvoir, si j'ai travaillé par exemple les jambes lundi, il faut que je retravaille les jambes au plus tard jeudi. Il faut que je donne à mon corps mardi et mercredi, même voire jeudi, pour que mes jambes récupèrent, pour que quand je vais revenir vendredi, que mes jambes soient en bonne forme pour retravailler avec un très bon volume de travail, soulever des charges lourdes, moyennement lourdes et faire assez de répétitions pour à la fin de la semaine se retrouver avec un volume de travail considérable. Et plus j'ai un volume de travail important, plus je vais gagner de la masse musculaire. Donc, c'est à peu près le principe de base. Maintenant, une fois qu'on comprend ça, on peut utiliser sa sauce, ses propres compétences techniques pour se faire un propre programme d'entraînement en fonction de son travail, en fonction de ses objectifs, en fonction pour optimiser tout cela. Alors là, tu as parlé du volume de charge de travail, c'est ça? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un certain nombre de séances à respecter par semaine? Ouais, par semaine, il faudra, pour maximiser sa prise de masse musculaire, comme je l'ai dit tantôt, il faudra essayer de t'entraîner au moins chaque groupe musculaire 2 fois par semaine. Donc, si on part à la salle peut-être 4 fois par semaine et on divise bien ces programmes d'entraînement, on peut y arriver. Maintenant, si la personne ne peut pas, en fonction de son temps, moi, je conseille aux gens de juste faire peut-être 2 à 3 fois par semaine. Pour pouvoir, maintenant, si on veut vraiment maximiser ses gains, il faut y aller minimum 4 à 5 fois. Maintenant, en fonction du temps que tu as, tu peux y aller à 2 à 3 fois. L'essentiel, c'est toujours continuer à faire une activité sportive. Moi, parce que si je dis non 4 et que la personne dit que non, je ne pas 4, je reste à la maison, ça, c'est pas une bonne chose. Donc, c'est après ça. Mais la personne doit réfléchir au volume de travail. Je pense même maintenant, il y a des applications qui te permettent de calculer ton volume de travail. Tu mets le nombre de répétitions que tu fais, le poids et le nombre de séries que tu fais à la fin de ta séance. Ça te dit que tu as soulevé tel nombre de kilos. Et ça te permet d'évaluer objectivement ta progression à la salle et ta séance de sport si tu fais de la musculation. Mm-hmm. Là, tu dis que voilà, cette séance-là, j'ai fait 700 ou 1 tonne ou 2 tonnes. Lundi, 3 tonnes, etc. À la fin de la semaine, j'ai fait tel nombre de tonnes. Et ça pourra te permettre d'évaluer ton évolution, surtout. C'est important. Tu vas voir qu'au début, ton volume de travail n'était pas aussi important. Là, tu as progressé, tu soulèves plus lourd et plus longtemps. Tu soulèves plus lourd et tu fais plus de répétitions. Tu vas voir que tu as vraiment progressé. Tu as gagné peut-être 1 tonne de volume de travail entre peut-être quelques mois, quoi. Mm-hmm. Tu as vu que tu es devenu plus athlétique. Ça veut dire que tu es devenu plus athlétique, tout simplement. Mm-hmm. Voilà. Et parfois, quand on a l'habitude d'aller à la salle, tu vois certaines personnes qui sont toujours là, qui s'entraînent depuis pas mal de temps, mais qui ne changent pas, en fait, qui n'évoluent pas. Ouais, c'est ça. C'est quoi le problème? Je pense, la majeure partie du temps, c'est l'alimentation. C'est des personnes qui mangent pas assez de protéines. Et qui mangent pas assez de protéines et qui se disent que je vais manger tirer. Et c'est du sucre. Si tu manges pas assez de protéines, c'est impossible que tu prennes du muscle. C'est pas possible. Donc, il faut manger assez de protéines. Et des personnes aussi, des fois, qui s'entraînent pas, l'entraînement n'est pas très adéquat. Des personnes qui vous disent que, ouais, je veux faire de la prise de masse musculaire. Qu'est-ce que tu fais? Je passe mon temps à courir, fitness, etc. Un peu de renforcement musculaire. Non, ça, tu vas pas prendre la masse musculaire. Ou des personnes qui te disent que je fais de la musculation, mais qui soulèvent des charges légères, qui ont fait 20, 30 répétitions. Tu vois des exercices assez bizarres. La personne prend une séance d'exercice, en fait 30 répétitions, un poids très léger, des exercices qu'on voit sur les réseaux sociaux que la personne répète sans comprendre le pourquoi du comment. Après, cette personne est en train de dépenser de l'énergie et des calories, en fait.
Alors que son but, c'est d'être en surplus calorique. Donc, c'est une manière de s'entraîner qui n'est pas très, très intelligente. Et ce qui fait qu'à la fin de la journée, la personne ne pourra pas avoir des résultats optimaux. Et on parle souvent de nutrition, de programmes d'entraînement, etc. Mais beaucoup moins de plans de récupération. Ok, quelle est l'importance de la récupération et comment est-ce qu'on met en place un bon plan de récupération? Ouais, la récupération, elle est très, très, très hyper importante parce que c'est pas à la salle de sport que, durant notre sport, que les muscles vont se construire. C'est quand on récupère. Donc, c'est durant qu'on dort, c'est pendant qu'on récupère que la construction des muscles se fait. Donc, c'est important de bien récupérer pour permettre aux muscles de bien se construire. Et donc, si on entraîne un groupe musculaire, il faudra au moins laisser à ce groupe musculaire minimum 2 jours avant de le réentraîner. Donc, c'est ça, minimum 2 jours. Si je me suis entraîné, j'ai fait les jambes lundi, mardi, je touche pas aux jambes, mercredi, je touche pas aux jambes et je peux refaire les jambes soit jeudi et mieux vendredi. Comme ça, je vais laisser à mes jambes le temps de se construire. Parce que quand on s'entraîne, c'est quoi? Qu'est-ce qui crée l'hypertrophie musculaire? C'est que quand on s'entraîne, nos muscles se déchirent. Il y a de petites déchirures. Et ces déchirures-là, par exemple, le muscle, il est comme ça. Après, ça se déchire comme ça. Quand ça se déchire comme ça, on mange des protéines et les acides aminés viennent combler ces failles-là. Maintenant, ça va plus revenir comme ça, mais ça va rester comme ça, mais plein. Maintenant, si là, on n'a pas laissé le temps que ces cicatrices-là guérissent et on vient et on rajoute d'autres cicatrices, la plaie restera ouverte. C'est comme si on a une plaie. Au lieu de laisser ça, on joue avec la plaie. Donc, si on ne récupère pas, on ne peut pas gagner de la masse musculaire. C'est pas possible. Et également, on va plus se fatiguer. On peut même tomber malade. Parce que ces déchirures-là, à la longue, c'est pas une bonne chose. On aura des courbatures qui vont pas avancer, etc. Donc, c'est ça, quoi. Mm-hmm. Alors, on fait souvent le rapport entre le poids et la santé. Et c'est-à-dire, est-ce qu'une personne mince est forcément en meilleure santé qu'une personne en surpoids? Alors, ça, c'est une question très, très, très pertinente. Voilà. Mais je pense que la réponse résulte sur le fait que le poids est juste un facteur, ou bien l'obésité est juste un facteur de mauvaise santé, on va dire. C'est un élément que la personne présente qui peut lui donner certaines maladies. Mais les maladies, on va dire, ne sont pas causées que par l'obésité. Par exemple, une personne qui est juste obèse, mais qui mange bien, qui n'est pas sédentaire, qui bouge, qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui n'est pas stressé, sera en meilleure santé qu'une personne qui est mince, qui fume, qui boit, qui est stressé, qui a beaucoup de comportements à risque. Donc, c'est pas un seul élément qui crée d'habitude la maladie. Les maladies d'habitude sont multifactorielles. Donc, certes, l'obésité est un élément qu'il faudra prendre en compte et c'est d'éliminer cela ou de réduire sa masse grasse, mais également, faut pas oublier les autres comportements tels que le tabagisme et autres. Donc, voilà. Pourquoi est-ce que certaines personnes s'essoufflent vite quand ils commencent à faire du sport? En fait, l'essoufflement, c'est quand il y a une inadéquation entre la demande d'énergie, surtout la consommation d'oxygène, entre les besoins et quand il y a une inadéquation entre les besoins et les apports. Ça veut dire que cette personne a besoin de telle quantité d'énergie, mais ses apports ne sont pas suffisants. Donc, ça peut être d'origine soit respiratoire le plus souvent, ça peut être d'origine cardiaque et même ça peut être d'origine musculaire. Sur le plan respiratoire, il y a des personnes quand elles font du sport, elles ne respirent pas, elles ne savent pas comment respirer. Il y a des personnes qui vont faire des exercices, qui vont courir, etc. et bloquent leur respiration. Wow. Donc, elles s'en rendent pas compte. Genre, on leur a pas appris à respirer. Donc, elles vont s'essouffler vite, tout simplement. Parce que pendant qu'elles font les exercices là, elles arrêtent pas, elles respirent pas. Après, il y a aussi la chose la plus courante, c'est une personne qui n'est pas conditionnée, c'est le déconditionnement. C'est normal quand une personne qui ne fait pas de sport et commence une activité sportive, la personne va s'essouffler vite parce que son système cardio-respiratoire et même musculaire n'est pas adapté à ce type d'entraînement. Donc, il faut que la personne y aille progressivement. Après
il y a aussi la fatigue musculaire aussi qui va avec le type d'entraînement qui peut ne pas être adéquat. Et après, bon, dans d'autres cas, si la personne est malade, je pense qu'il y aura d'autres signes en dessous qui pourront orienter vers la maladie. Dans ce cas, il faut consulter un spécialiste. Par exemple, si une personne te dit que je fais de mon sport, j'ai mal à la poitrine, là, il faut aller consulter. Ou bien, j'ai fait une syncope, je me suis évanoui, là, il faut aller consulter, même si tu es essoufflé en même temps. C'est autre chose. Voilà, c'est ça. Et on voit souvent dans des sports comme le football des joueurs qui s'effondrent et puis malheureusement qui peuvent perdre la vie. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Alors, il y a le sport. Déjà, je pense que la question c'est est-ce que le sport cause des maladies? En réalité, si on regarde, parce que ça, c'est des choses qu'on voit à la télé. C'est des choses qui sont très médiatisées et certaines personnes peuvent avoir peur de faire du sport du fait de ces choses-là, alors que c'est des choses qui arrivent très rarement. Donc, le sport en tant que tel cause rarement une maladie. Donc, ce qui peut arriver, c'est des personnes qui ont une maladie sous-jacente et qui est passée en dessous des radars et que ces maladies-là sont aggravées par le sport. De ce fait-là, la personne va faire une activité sportive et durant l'activité sportive là va tomber et va décéder malheureusement, et la majeure partie du temps il y a des témoins, ce qui fait que c'est filmé à la télé, etc. Donc c'est pourquoi il y a certaines recommandations qui disent pour protéger les personnes de cela. Par exemple, une personne qui veut reprendre une activité physique, un homme qui a plus de 35 ans qui veut reprendre une activité physique doit obligatoirement aller voir un médecin qui doit lui faire certains examens pour voir si la personne est en bonne santé ou pas. Parce que si la personne a certaines maladies avec l'âge et fait du sport, ça peut ne pas être bien. Si chez une femme, c'est 45 ans. Il faut pas fumer avant de faire du sport ou durant ou après quelques heures. Quand on a la fièvre, il faut jamais faire du sport parce que quand on a la fièvre, on est grippé, on peut avoir ce qu'on appelle la myocardite. Grippe, c'est une maladie qui est donnée par un virus. Le virus peut attaquer nos poumons, nous donner la toux, etc. Mais ça peut toucher notre cœur et sans que la personne ne sache cela. Et si le virus touche ton cœur et il y a de l'inflammation au niveau de ton cœur, tu fais du sport, tu peux avoir ce qu'on appelle un trouble d'urine. Ton cœur va battre n'importe comment, c'est comme un arrêt cardiaque. Donc, c'est pourquoi quand on a une fièvre aussi, il faut pas faire du sport. Donc, c'est toutes ces mesures-là. Et quand on est professionnel, il faudra faire ce qu'on appelle une visite d'aptitude médicale. Il faudra passer voir un médecin, préfère un cardiologue pour qu'il te fasse une batterie, certains examens pour voir si tu n'as pas certaines maladies. Ça peut être des maladies congénitales, ça veut dire la personne est née avec la maladie sans le savoir et que si elle fait du sport professionnel avec cette maladie, ça marche pas, ou bien elle peut choper des maladies en cours de route. Donc, le médecin doit être avec le sportif. C'est pour ça que je fais la médecine du sport. Yeah, great. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et que penses-tu des nouveaux médicaments pour perdre du poids? Je parle des peptides. Oui, les peptides, il y a les analogues GLP-1, sémaglutide qui, des études ont montré que ça permet de réduire la masse grasse. Habituellement, ce sont des médicaments qui sont utilisés pour traiter le diabète parce que ça permet de diminuer la glycémie. Et on a vu également que ça diminue la vidange gastrique et ça diminue l'appétit. Et les gens qui le prennent perdent du poids. Donc, c'est indiqué pour une personne qui veut perdre du poids, qui a déjà commencé à prendre les mesures nécessaires, à savoir gérer son alimentation, faire une activité sportive et prendre cela s'il y a une prescription médicale, parce que une personne qui a du poids et que ce poids-là nuit à sa santé. Par exemple, il y a des personnes qui sont obèses, les obésités IMC supérieur à 40, une obésité morbide, qui ne peuvent plus marcher, qui ne peuvent plus respirer, et du fait que de ce poids-là, ils ont un risque on va dire, leur pronostic vital est engagé, ça veut dire qu'ils peuvent mourir. Là, on peut même faire ce qu'on appelle la chirurgie bariatrique, par exemple, l'opérer et diminuer son estomac pour que la personne perde du poids. Mais il faut que la personne aussi prenne des mesures, parce que les études ont montré que, je pense, plus de la majorité des gens qui prennent ces médicaments-là, et quand ils arrêtent ces médicaments-là, ils reprennent du poids. Donc, il ne faut pas prendre ces médicaments-là juste pour perdre du poids comme un moyen pour se faciliter la perte de poids. Il faut prendre ces médicaments-là comme un soutien à la perte de poids. Donc, sinon, l'effet escompté ne sera pas obtenu. C'est tout simplement. La TRT? TRT, c'est un traitement hormonal
substitutif chez l'homme, c'est par exemple des personnes qui ont ce qu'on appelle l'hypogonadisme. Ça veut dire qui ont un niveau bas de testostérone du fait d'une certaine maladie, ce qui fait que ça joue un rôle sur la fertilité, qui ont du mal à avoir des enfants. Voilà. Et également, ça joue également peut-être sur la musculature. Eux, ils peuvent, sous prescription médicalement, également prendre des traitements hormonaux comme la testostérone pour régler ce problème-là. Maintenant, du fait de la longévité de l'être humain actuellement, surtout chez certains pays développés, il y a des personnes qui prennent cela pas parce qu'ils sont en hypogonadisme, mais parce que ces personnes prennent de l'âge, mais ils veulent avoir la même force que leurs 20 ans. Donc, ce qui n'est pas très conseillé, parce que tout ce qui est hormones, c'est micro-dosé et ça donne beaucoup d'effets secondaires. Donc, si une personne a vraiment un problème de santé particulier et sous prescription médicale, peut prendre sa TRT, parce qu'il faut toujours une prescription médicale. Et si c'est pas le cas, cette personne peut se limiter à bien manger et continuer ses activités physiques. Alors, docteur, question challengeant. On te demande de choisir simplement un seul complément alimentaire parmi tous les compléments alimentaires disponibles, sachant que tu es sportif, tu choisirais quoi? Alors, si je pouvais choisir 2 compléments alimentaires, ce serait... J'ai dit. Ouais, bon, du fait le contexte dans lequel je suis au Sénégal et que les aliments en protéines sont assez rares et coûteux, j'allais prendre la whey, quoi. J'allais prendre la whey pour pouvoir me permettre d'atteindre mes quotas en protéines. Sinon, si je rajoute un deuxième, je prends la créatine. Je prends les deux. Mais pour moi, le plus adéquat pour moi, c'est la whey, honnêtement. Parce qu'il faut d'abord manger assez de protéines pour être en bonne santé également, pour construire de la masse musculaire. C'est la première chose à faire d'abord. C'est combler ses besoins en protéines. C'est ça. Tu veux entreprendre, mais tu restes bloqué à la première étape. Trouver une idée business rentable. Et pendant que tu réfléchis, d'autres passent à l'action. C'est pour ça que nous avons créé cet e-book. 100 idées business rentables et faciles à lancer en Afrique. À l'intérieur, tu trouves 100 opportunités concrètes dans plus de 20 domaines porteurs. Marketing et communication, beauté et cosmétique, agro-business, immobilier, restauration, tech, transport, événementiel et bien d'autres. Des idées simples, accessibles et adaptées au marché africain. Pour le lancement, le e-book est disponible à seulement 10 000 francs. Attention, offre limitée aux 100 premiers à l'acheter. Un investissement minime pour peut-être trouver l'idée qui va changer ta vie. Le lien est dans la description. Télécharge le e-book dès maintenant et passe enfin de l'idée à l'action. Est-ce qu'il y a un sujet qui pour toi est très important qu'on n'a pas abordé dans cette masterclass? Alors, pour moi, on a parlé de beaucoup de choses et beaucoup de choses qui me passionnent. Ça, c'est une colle, hein? On va parler de beaucoup de choses qui me passionnent, des choses que je vis, des discussions que j'ai tous les jours avec des gens que je conseille, etc. Mais, et je pense que j'ai également fait mon plaidoyer dans cette émission que la part du renforcement musculaire dans la pratique de l'activité sportive. On pense tous, oui, faire du sport, faire des exercices d'endurance, mais faire du renforcement musculaire. Et c'est aussi très important pour se maintenir en bonne santé et pour vivre mieux et longtemps. Je pense que l'espérance de vie dans le monde entier va augmenter. Nous, on va vivre plus longtemps, mais il faut qu'on vive bien plus longtemps, qu'on puisse continuer à faire nos activités, travailler, voilà. Donc, c'est ça, c'est que tout le monde, que ce soit les personnes âgées, les plus jeunes, les personnes qui n'ont pas le temps de travailler, faire du renforcement musculaire pour gagner leur capital musculaire. Parce que pour moi, le muscle, c'est comme de l'argent. Plus on en a, mieux c'est. Parce qu'on va dépenser tôt ou tard. Parce qu'à un certain âge, on va tous commencer à perdre de la masse musculaire. Donc, plus on en a, moins les conséquences sont importantes. Donc, je pense que c'est la dernière chose que j'aurais à dire par rapport à ça. Merci beaucoup pour ta disponibilité et pour tout ce que tu as partagé. Merci beaucoup pour ton temps. On a énormément appris de cette masterclass. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, Manu, pour l'invitation. Honnêtement, c'est un plaisir de venir ici à chaque fois et de partager ma passion que j'ai pour le sport. Merci à tout le monde. Pour que nous puissions continuer à te donner gratuitement encore plus de ressources,
qui transforment ta vie. Nous avons besoin de ta force. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci de faire partie de ce mouvement de Changemakers qui font bouger l'Afrique.